like a talker to the wall. He's incommunicado, no comment to make. He's saying nothing at all. Yeah, but in communique, you know he's gonna come clean. Think what he say. Alors, bonsoir, donc je m'appelle Sébastien Machereau, bonsoir à tous, à toutes. Je pense que je suis invité parce que je m'occupe plus spécifiquement des troubles du comportement alimentaire. Et donc ma présentation sera sur les troubles du comportement alimentaire et les troubles du comportement alimentaire dans les troubles bipolaires. D'accord? Donc il y a à peu près 2/3 de mes diapos qui sont autour des troubles du comportement alimentaire et le dernier tiers qui est autour de l'association entre troubles du comportement alimentaire et troubles bipolaires. Alors, à propos des troubles du comportement alimentaire, on va d'abord regarder quels sont les critères diagnostiques. Ensuite, on parlera un peu d'épidémiologie, ensuite d'évolution, ensuite d'éthiopathogénie, les causes. On verra ensuite les comorbidités psychiatriques, les complications médicales, et on terminera par la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Avant de commencer, il faut distinguer ce qui est de l'ordre du trouble pondéral, c'est-à-dire avoir un poids en dessous de la norme, c'est-à-dire être en dénutrition, ou un poids au-dessus de la norme, être en surpoids, en obésité morbide. Ça, c'est un problème de poids. Et puis les troubles du comportement alimentaire, il y a de nombreux troubles, mais on va en retenir les 3 principaux: anorexie mentale, boulimie et hyperphagie boulimique, que les Anglais appellent le binge eating disorder, le BED. Alors, en fait, si on se réfère au poids, c'est pas un bon critère pour savoir si on est en surpoids, dénutri. Il faut utiliser ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, ou le BMI en anglais, donc IMC en français, qui est le poids en kilos sur la taille en mètre au carré. Alors, en fait, avoir un poids normal, c'est avoir un IMC entre 19 et 25. La moitié de la population, en général, est dans ce cas. Être en surpoids, c'est avoir un IMC supérieur à 25. Et là, il y a 47% de la population qui est soit en surpoids, soit en obésité, là l'IMC doit être supérieur à 30, soit en obésité morbide, l'IMC doit être supérieur à 40. Le fait d'être en surpoids, obésité morbide, amène à des complications médicales de surpoids. Inversement, il y a la dénutrition, qu'un indice de masse corporelle est inférieur à 18,5. Il y a un petit décalage entre le poids normal, 19, et la dénutrition, 18,5. Et si on descend un peu plus bas dans cette dénutrition, le grade 2 en dessous de 17, le grade 3 en dessous de 15, le grade 4 en dessous de 4 et le grade 10 en dessous de 5, ces 2 derniers grades, en général, nécessitent, en tout cas en France, une hospitalisation en réanimation spécialisée, nutritionnelle. Il y en a peu. À vrai dire, il n'y en a qu'une en France qui est à l'hôpital de Garches. On peut être hospitalisé ailleurs en réanimation, mais c'est quand même moins spécialisé. Et les réanimateurs, en général, font le choc cardiogénique, mais, où la personne a envie de vivre, alors que dans l'anorexie mentale, sortir de l'anorexie, c'est un peu compliqué, donc c'est difficile de demander à des réanimateurs de s'occuper de ces anorexies dans les formes les plus sévères. Et vous voyez là que la prévalence est bien différente, c'est 3%. 3% sur 90, par rapport à 97 qui sont au poids normal ou en surpoids. Alors, là je vais parler non plus des troubles pondéraux, mais des troubles du comportement alimentaire. D'abord l'anorexie mentale, qui se caractérise par une association de 3 critères. Le premier, c'est celui en fait de la dénutrition, indice de masse corporelle inférieur à 18,5. Le second, c'est celui de la peur intense de prendre du poids. Et le troisième, c'est l'altération de la perception du poids ou de la forme de son corps. On appelle ça la dysmorphophobie ou la distorsion du schéma corporel. Plus les patientes sont, c'est plutôt des femmes, on va voir, sont minces, plus elles se trouvent obèses. Et d'ailleurs, dans des patientes, quand elles retrouvent leur poids, elles se disent, mais c'est quand même dingue, j'ai pris 15 kilos et je me trouve moins grosse qu'avant. Et on va distinguer, oui, et aussi c'est un trouble, l'anorexie mentale, dans lequel il y a souvent un déni de la pathologie. Et du coup, les critères permettent de poser le diagnostic malgré le déni. Par exemple, une patiente qui ne va pas dire qu'elle a une peur intense de prendre du poids, elle pourra malgré tout avoir le diagnostic si elle a malgré tout un comportement persistant qui empêche la prise de poids, même en cas de poids significativement faible. D'accord ?
Et de même, tout simplement, l'influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur l'estime de soi, sans que la patiente dise non, c'est pas vrai, oui, je sais que je suis maigre, mais si malgré tout, il y a une influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur l'estime de soi, cette personne pourra bénéficier du diagnostic. Et donc, il y a deux types d'anorexie mentale, celle qui est purement restrictive, en fait, dans laquelle il ne va pas y avoir de survenue récurrente de crise de boulimie, ni de recours à des vomissements provoqués ou la prise de purgatifs, c'est-à-dire les laxatifs qui augmentent le transit intestinal ou les diurétiques qui augmentent l'élimination d'eau par les urines ou les lavements. Contrairement au type boulimique de boulimique purgatif, dans lesquels il y a ces comportements dans les 3 derniers mois. Donc on peut tout à fait, il y a aussi des patientes qui disent j'ai pas d'anorexie mentale parce que je ne me fais pas vomir. Très précisément, le type restrictif, il n'y a pas de vomissement. La boulimie, là, qui est l'association de 5 critères. Le premier, c'est la survenue récurrente de crise de boulimie, qui se définit par l'absorption d'une très grande quantité de nourriture en un temps limité, associée au sentiment de perte de contrôle. Ça, c'est les 4 critères d'une boulimie. Il faut qu'il y ait un deuxième critère qui est celui des comportements compensatoires inappropriés. On en a parlé, laxatifs, diurétiques, lavement, vomissement, mais aussi le jeûne ou l'exercice physique excessif. J'ai fait une crise de boulimie, je me prive. C'est un comportement compensatoire. Je me prive pendant une journée, je rate 2 repas. Troisième critère, c'est un critère de fréquence. Il faut que et la boulimie et les comportements compensatoires surviennent au moins 1 fois par mois pendant 3 mois. L'autre critère qu'on retrouvait aussi dans l'anorexie mentale, c'est l'estime de soi influencée de manière excessive par le poids et la forme corporelle. Et également le fait que ce trouble ne survient pas uniquement dans l'épisode d'anorexie mentale. Sinon on retourne dans le diagnostic, mais dans ce cas-là c'est de type boulimique purgatif. Le troisième trouble dont on va parler, dans les troubles du comportement alimentaire, c'est l'hyperphagie boulimique, mais là qui est l'association de 5 critères. C'est la récurrence des crises de boulimie, mais alors là qui ont une autre définition. Les crises de boulimie doivent avoir 3 des 5 critères suivants. Le fait de manger bien plus rapidement, le fait de manger jusqu'à se sentir inconfortablement plein, le fait de manger de grandes quantités de nourriture sans ressentir la faim, le fait de manger seul parce qu'on se sent gêné par la quantité de nourriture que l'on absorbe, le fait de se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir trop mangé. Donc, ce qui distingue de la boulimie, c'est qu'il n'y a pas de sentiment de perte de contrôle massive. Voilà. Il faut qu'il y ait une souffrance marquée, que ce comportement entraîne une souffrance marquée. Il y a le même critère de fréquence, et en revanche, qui distingue beaucoup l'hyperphagie boulimique de la boulimie, c'est qu'il n'y a pas l'utilisation des comportements compensatoires inappropriés. Donc on va se retrouver là avec une pathologie qui, contrairement à l'anorexie, amène au surpoids. L'obésité morbide. En revanche, le fait de grignoter de façon continue des petites quantités d'aliments toute la journée, on appelle ça l'hyperphagie, ce qui n'est pas l'hyperphagie boulimique. Et puis il y a des critères de sévérité en fonction de la fréquence. Et vous voyez, dans la dernière classification, vous connaissez le DSM, la classification américaine des troubles mentaux, vous voyez qu'en fait, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie ne sont que 3 des 10 diagnostics que l'on a dans les troubles du comportement alimentaire. On a aussi la pica, qui est le fait de manger des objets qui ne sont pas des aliments, du bois, de la terre. On a aussi le méricisme, qui est le fait de faire remonter et redescendre des aliments à l'image des bovins. Et puis il y a toutes les formes un peu infracliniques, comme celle-ci là, ou subsyndromiques des trois principales pathologies. Alors, quelques mots, vous m'entendez toujours derrière ou pas? Plus fort. Plus fort. Quelques mots d'épidémiologie. Alors, en population générale, avec les critères de la CIM-10 et la classification française, respectivement chez la femme et chez l'homme, on a pour l'anorexie mentale une prévalence assez faible de 0,9 à 0,3 donc en moyenne 0,6%. Pour la boulimie, une prévalence plus élevée, 1,5 chez la femme et 0,5 chez l'homme, 1% en moyenne, et l'hyperphagie boulimique avec une prévalence bien plus élevée, surtout aux États-Unis, avec 3,5 et 2 femmes-hommes, et 1,9 et 0,3 femmes-hommes.
Donc, et si on revient à l'anorexie, juste, c'est effectivement plus spécifiquement une maladie en général de la jeune fille, avec un âge de début autour de 17 ans, avec deux pics, un à 14, un à 18. Mais il existe des formes à début tardif, donc ce n'est pas qu'une maladie de la jeune fille. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'instant là, ce n'est pas du tout une maladie qui est spécifique à la femme. Vous voyez que dans l'anorexie mentale, il y a un tiers des personnes qui sont des hommes, et dans la boulimie, il y a un tiers, oui c'est ça, non, un quart, pardon, et un tiers dans la boulimie. Et alors que dans les réseaux de soins, on est autour de 10%, hein, ou moins. Hein. Alors, il faut dire que personne dans la société ne se représente que l'anorexie, boulimie ou presque est une maladie qui touche l'homme aussi. Donc c'est plus difficile pour un homme de faire face, d'accepter ce diagnostic, parce que c'est pas de le penser, puisqu'il ne correspond pas à la catégorie dans laquelle on se représente. En plus de ça, il y a une certaine honte chez l'homme d'avoir une pathologie de la femme. En plus de ça, dans les lieux, les médecins eux-mêmes n'ont pas trop cette idée en tête, donc ils vont oublier le diagnostic d'anorexie mentale, puis ils vont faire un homme et pas une femme. Et puis en plus de ça, les lieux de soins sont des lieux où on se traite les femmes. Donc pour des hommes, se retrouver seuls parmi 10 femmes, c'est jamais très simple. Quelques mots d'évolution. Alors, l'anorexie est une maladie potentiellement grave, avec des complications médicales et psychiatriques. On les verra tout à l'heure. La chronicité, la rechute, la désinsertion et la mortalité, ça il faut vraiment insister là-dessus, parce que c'est la maladie psychiatrique qui est la plus mortelle par deux biais. C'est la maladie psychiatrique qui est la plus mortelle par le biais du suicide, et ça même les psychiatres le savent peu. C'est une maladie qui est plus suicidogène que le trouble bipolaire et que la schizophrénie. Et bien sûr, à cause des complications médicales, c'est bien sûr la maladie la plus mortelle de trouble psychique par complications médicales. Il y a la moitié de la population clinique, population générale, des gens avec troubles du comportement alimentaire qui ne seront jamais pris en charge. Excusez-moi, ça c'est pour l'anorexie précisément. La moitié des personnes avec anorexie qui ne seront jamais prises en charge. Et ce qui est important de dire, malgré ce tableau assez sombre, c'est que la guérison est toujours possible, même dans les formes les plus sévères et les plus résistantes et les plus anciennes. On peut avoir 40 ans d'évolution de maladie, 48 hospitalisations, des soins sous contrainte, des indices de masse corporelle très faibles et guérir. Et c'est moi qui le dis, hein, c'est la littérature. Alors, si on regarde un peu plus précisément, on voit bien qu'en population générale, c'est-à-dire que si on va faire des études pour regarder s'il y a des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire et qu'on distingue ces études de celles de la population clinique, on va sélectionner les gens qui sont dans des centres de soins. Et alors, on voit bien que la durée moyenne d'évolution, par exemple, est plus longue en population clinique qu'en population générale. D'accord ? Et donc, on a affaire à des maladies plus sévères en général quand on a en population clinique, bien sûr. Et alors, ça, c'est les chiffres du coup qu'on garde un peu pour l'évolution, le pronostic de cette maladie. C'est 47% de guérison, l'anorexie mentale, 35% d'amélioration, 20% de chronicité et 5% de guérison. Plus fort ou ça va? Plus fort toujours? Un peu plus fort. Les fins de phrase plus fort. Les fins de phrase. La boulimie. Là, en population générale, une durée moyenne d'évolution plus longue que tout à l'heure, on l'a vu. 8 ans. En population clinique, quand on regarde les chiffres de rémission, on a des chiffres de rémission plus élevés. 3/4 des personnes et un tiers avec des rechutes. 3/4 en rémission et un tiers avec des rechutes. Donc j'ai parlé de la mortalité très importante de l'anorexie, 10 fois plus importante qu'en population générale pour une personne du même âge. Si on regarde par rapport à la boulimie, c'est bien moins, c'est uniquement, si je puis dire, 2 fois plus important. On a parlé des causes aussi. Les facteurs de pronostic, qui sont assez bien identifiés. Les deux principaux, c'est la rapidité de la prise en charge et la bonne relation parent-enfant. Les facteurs de moins bons, qui nous donnent des indices sur ce qu'il faut faire, hein, en termes de santé publique et en termes de soins. Et les facteurs de moins bon pronostic sont la précocité de l'apparition, l'arrivée de la boulimie
ou l'utilisation de purgatifs, le fait qu'il y ait un trouble de la personnalité et surtout l'échappement aux soins. On y reviendra. Voilà. Alors quand même, le paradoxe, c'est que l'anorexie mentale, c'est une maladie curable. On y reviendra un peu. Et alors que d'autres maladies sont des maladies chroniques qu'on peut tout à fait apaiser, mais sont des maladies chroniques. A priori, les troubles du comportement alimentaire et l'anorexie est une maladie curable. Pour autant, elle se chronicise et c'est elle qui ont plus fort taux de suicide. Hop. Attendez. Donc, quelques mots de la cause et puis après on parlera de ce paradoxe. Alors, comme tous les troubles en psychiatrie, on sait, même si on ne sait pas grand-chose, mais on sait en tout cas que les troubles en psychiatrie sont tous multifactoriels. On ne trouvera jamais la cause d'un problématique, que ce soit une dépression, un trouble bipolaire, une schizophrénie, un trouble du comportement alimentaire. Donc c'est l'association de facteurs de prédisposition, qu'ils soient individuels, biologiques ou psychologiques, avec des facteurs familiaux et des facteurs culturels, qui vont créer une insatisfaction concernant le poids et la silhouette, et créer un régime pour augmenter l'estime et la maîtrise de soi. Ce sont là les facteurs précipitants. Et ceci va créer une dénutrition et va aménager les relations. On en parlera tout à l'heure. Là, ce sont les facteurs pérennisants. Et ces facteurs pérennisants vont influer sur les facteurs de prédisposition et précipitants et aggraver la situation. Alors pourquoi cette maladie curable est associée à un pronostic finalement le plus défavorable en psychiatrie? La première raison, c'est ce que j'appelle l'effet de nage à contre-courant. C'est-à-dire que je reviens, on est quelle page? On est page 22. Oui. C'est-à-dire que dans cette maladie, je dirais plus que dans beaucoup d'autres psychiques, le symptôme vient dicter au patient de faire exactement l'inverse de ce que doivent faire les soins. On peut le dire, on peut retrouver ça dans pas mal de troubles, mais là c'est assez paradigmatique. Et tellement, oui, la dimension phobique est massive, et puis même tellement, par exemple, une patiente avec anorexie qui doit se renutrir, non seulement ça lui fait extrêmement peur, mais en plus de ça, son estomac a perdu, en fait, l'estomac a perdu sa musculature, donc il ne peut plus faire la vidange gastrique comme avant. Donc réellement, même si il va y avoir des effets psychologiques sur le fait de ne pas pouvoir digérer, ça va être extrêmement difficile pour l'estomac de digérer, et il en est même pour la constipation. Les intestins sont devenus paresseux parce qu'ils ne sont plus alimentés, et du coup ils ne peuvent plus faire ce qu'on appelle le péristaltique intestinal, et c'est devenu très compliqué pour les intestins de fonctionner. Donc en plus de ça, vraiment, comme se traiter, c'est vraiment se heurter à une barrière psychologique, parce que les patientes en général veulent bien guérir mais sans prendre de poids, et puis en plus elles vivent un enfer physique en le faisant. La deuxième chose, c'est que c'est quand même une maladie aussi, beaucoup plus que dans d'autres, et je suis peut-être la seule, où le symptôme est extrêmement valorisé. Pas tout le temps, mais extrêmement valorisé. Puisque en fait se restreindre, comme on a vu, la population générale est associée à il y a à peu près la moitié de la population qui est en surpoids. On n'arrête pas de dire qu'il faut ne pas être trop gros, faire des régimes, manger sain, etc. Finalement, à l'extrême, ces patients-là le font mieux que tout le monde. Et c'est des personnes qui souvent ont un problème identitaire ou des difficultés identitaires ou d'estime de soi. Finalement, là, ce sont les héroïnes de l'alimentation, dans une dimension très folle, mais en tout cas, voilà. Et finalement, lâcher ce symptôme, c'est se laisser aller, voilà. D'autant plus que aujourd'hui, donc voilà, c'est se lâcher. Donc, finalement, lâcher le symptôme, c'est perdre sa valeur. L'autre chose, autre élément, c'est que même si la dimension génétique est très importante dans l'anorexie, il y a une fonction relationnelle du symptôme. C'est-à-dire que chez des personnes qui finalement n'arrivent pas à s'opposer, n'arrivent pas à exprimer leur souffrance, n'arrivent pas à appeler au secours en explicitant, le jouer par le corps, c'est finalement une façon détournée de jouer tout cela.
c'est aussi, et les patients le décrivent très bien, ça, soit dès le début. Et puis il y a même des patientes, moi j'ai une toute jeune là, qui dit qu'elle veut absolument rester malade, bien sûr pour rester maigre, mais elle veut absolument rester malade parce que rester malade, c'est avoir l'attention de ses parents. Et par exemple, on retrouve beaucoup ça, cette maladie, quand il y a eu un membre de la fratrie décédé ou un membre de la fratrie très malade. Et donc c'est parfois même très conscient que qu'il y a vraiment une fonction. Et du coup, quitter la maladie, c'est aussi quitter cette fonction quasi vitale, identitaire, relationnelle. Et ça peut être aussi une fonction interne. Par exemple, si on parle même d'un membre de la fratrie décédée, un peu dans l'idée du syndrome de survivant, il va falloir pouvoir agir sa culpabilité qu'on ne peut pas vraiment dire, ou en tout cas pas mal de patientes disent qu'elles sont en train de se faire du mal, qu'elles ont besoin de se faire du mal, et que c'est une façon de se faire du mal. Donc là aussi, il y a une fonction de cette maladie, et puis aussi c'est une maladie où les jeunes filles, en principe, mais même après quand la maladie se chronicise un peu, c'est devenu un peu une identité, et du coup c'est aussi lâcher qui elles sont. Une dernière chose, c'est que on nous apprend à l'école de médecine ou à la faculté, on m'a appris que l'anorexie, ça pouvait être une maladie épisodique ou une maladie chronique. Alors que j'ai l'impression que ce sont des maladies épisodiques qui peuvent se chroniciser, ce qui est très différent en fait. Moi j'ai eu quand même pas mal de patientes qui ont eu des histoires anciennes de troubles, de différentes prises en charge, qui étaient plus du tout motivées, finalement elles sont arrivées aux soins par différentes raisons, et puis le simple fait, je l'ai en tête notamment récemment une patiente que je voulais hospitaliser parce qu'elle avait en plus une dépression, et du coup quand plusieurs troubles sont cumulés, il vaut mieux faire ça dans un cadre protégé. Et dans cette patiente, à partir du moment où je lui ai expliqué qu'elle avait un trouble qui était un trouble guérissable, curable, et qu'il n'avait pas de raison de se chroniciser, cette simple idée-là lui a permis de se mobiliser, et j'ai pas eu du tout eu à l'hospitaliser. Voilà. Donc je dirais que nous-mêmes, on renvoie aussi quelque chose qui n'est pas forcément aidant, avec cette idée que c'est des maladies chroniques, alors même que ça ne sont pas. Et puis, je disais tout à l'heure pour les services d'urgence, mais c'est vrai que quand on se forme à la psychiatrie, on passe par les hôpitaux, on est interne dans les hôpitaux, et on est interne d'abord et avant tout dans les hôpitaux de secteur, et dans les hôpitaux de secteur, on voit beaucoup d'addictions, de troubles bipolaires, de schizophrénie, de dépression. En revanche, les patientes avec anorexie, elles sont très peu dans ces services-là, elles sont dans les services universitaires spécialisés, et on n'y accède pas forcément. Et du coup, on est beaucoup moins bien formés, nous, les psychiatres, à la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, aux autres troubles que j'ai cités. En plus, comme on va le voir tout à l'heure, c'est des maladies où le rapport patient-médecin est compliqué, comme dans d'autres troubles, il est compliqué dans la chronicité. C'est sortir par exemple, la durée d'hospitalisation pour une anorexie, ça peut être 10 mois, 12 mois. Hein. La durée moyenne de séjour n'est pas du tout la même. Donc c'est un rapport qui peut être conflictuel 10 mois durant, et même avant pour réaliser l'hospitalisation, etc. Hein, donc, avec cette définition de résistance, de moins bonne formation, et puis en plus, comme on a des prises en charge qui sont assez, j'allais dire de façon très négative, carcérales, mais il n'y a quasiment pas d'hospitalisation sous contrainte pour l'anorexie mentale, c'est complètement exceptionnel, mais en revanche, les unités de prise en charge spécialisées fonctionnent avec une privation de liberté qui est parfois bien supérieure même aux unités fermées. Hein, donc, et du coup, comme on a des prises en charge où on est obligé de faire un peu le bras de fer par rapport aux symptômes, il y a énormément de comportements de transgression et de manipulation parce qu'on met en difficulté les patients de ce fait, hein, en partie, et du coup, les patientes avec anorexie mentale ont la réputation d'être manipulatrices, etc. Donc il y a aussi un engagement du corps médical un peu plus faible pour ces troubles-là, même chez les psychiatres, que pour toutes les raisons décidées. Donc je dirais que tout ça amène, tout ça amène oui, à une moins bonne prise en charge, ou une moins grande facilité de guérison de ces troubles pourtant curables. Alors, une autre raison d'ailleurs de la difficulté à traiter ces troubles, c'est qu'ils sont très comorbides avec d'autres troubles psychiatriques. Que ce soit les troubles de l'humeur, on le verra tout à l'heure, et aussi le trouble bipolaire, les troubles anxieux, le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, la phobie sociale, beaucoup le trouble panique, les addictions, les troubles du contrôle des impulsions,
l'auto-agressivité, l'escarification, les conduites suicidaires, le suicide, on l'a dit tout à l'heure, les troubles de la personnalité, borderline et obsessionnel compulsif, et les troubles de l'estime de soi et de l'assertivité. Voilà. Donc c'est difficile de se dire qu'on va prendre en charge une personne avec troubles du comportement alimentaire sans faire une prise en charge globale. Moi je trouve que justement tout ce qui est troubles de la personnalité, c'est vraiment une des choses qui sont le plus compliquées la prise en charge. Alors ça c'est une diapo difficilement visible pour vous, mais je vais vous aider un peu. En fait c'est la prévalence des troubles psychiques dans les 3 principaux troubles du comportement alimentaire: anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique. D'accord ? C'est une étude très importante. Du coup je vais vous les dire, mais par exemple si on regarde juste les troubles anxieux, n'importe quel trouble anxieux, dans la boulimie 80%. Dans le binge eating disorder, 65%. Dans l'anorexie, 48%. Donc des prévalences qui sont 2 à 3 fois celles qu'on a dans la population générale. Si on regarde n'importe quel trouble du contrôle des impulsions, 64% dans la boulimie, 43% dans l'hyperphagie boulimique, 31% dans l'anorexie. Bien au-delà aussi de la population générale. Si l'on regarde les abus de substances, alcool ou autres, 37% dans la boulimie, 27% dans l'anorexie, 23% dans le binge eating, l'hyperphagie boulimique. Là aussi, bien supérieur. Si on regarde maintenant les troubles de l'humeur, ça vous intéressera plus, 71%, tout type de troubles de l'humeur, dans la boulimie, 46% dans le binge eating disorder, 42% dans l'anorexie. Et spécifiquement, si on regarde troubles bipolaires de type 1 ou de type 2, boulimie nerveuse est associée à 17%, 18 même, de troubles bipolaires de type 1 et 2, largement au-delà de la population générale, 12 dans le cas de l'hyperphagie boulimique et 3% dans le cas de l'anorexie mentale, donc là, juste un peu au-dessus, 2 fois plus que la population générale. De la personnalité. Ils sont bas là-dedans. Ouais. En fait, les troubles de l'axe 1 sont plus faciles à évaluer que les troubles de l'axe 2. Donc, ils n'ont fait que les troubles de l'axe 1. Et du coup, j'ai pas les chiffres en tête. Alors, et si on regarde en fait le fait qu'il y ait juste un trouble associé, dans la boulimie, c'est 95%, c'est-à-dire quasiment tous les patients et toutes les patientes avec boulimie ont un trouble psychiatrique associé. Un trouble associé, binge eating disorder, c'est 79% et anorexie, 56%. Et même si on regarde en fait 3 troubles comorbides, ça veut dire plus le trouble du comportement alimentaire, ça veut dire 4 diagnostics psychiatriques, dans la boulimie, 64%. C'est énorme. Dans le binge eating disorder, 49%. Dans l'anorexie mentale, 34%. Donc un très très fort taux de comorbidité psychiatrique. Alors, les complications médicales, là je vais parler encore, vous voyez, j'insiste beaucoup plus sur l'anorexie mentale, donc je ne parle pas des complications du surpoids, je parle plus des complications de la dénutrition. Alors, ça peut être les complications de la renutrition. En fait, quand on est dénutri, donner à manger est très dangereux. Après la Seconde Guerre mondiale, quand on a donné à manger aux gens qui sortaient des camps de concentration, beaucoup sont décédés par syndrome de renutrition. Ce qui se passe en fait, c'est que il y a des déficits qui sont dans les cellules, en enchas cellulaire, qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs à la biologie. Quand on fait une prise de sang, on dose le plasma, on ne dose pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, pour survivre, l'organisme laisse ce qu'il faut dans le plasma et complètement en déplétion dans les cellules. Et en revanche, quand on donne de l'énergie, la cellule se remet à fonctionner, qu'elle soit osseuse, du foie ou de la peau ou n'importe quoi, ou musculaire, elle se remet à fonctionner, elle a besoin d'oligo-éléments, d'électrolytes, et donc elle va puiser les stocks plasmatiques, et ce qui fait des déplétions immédiates en phosphore et vitamine B1 et des choses comme ça, et ça fait des arrêts cardiaques et on décède rapidement. Donc la renutrition chez les personnes très dénutries, c'était les grades 4 et 5, nécessite d'abord une supplémentation en oligo-éléments, phosphore, vitamine B1 et plein de choses, avant qu'on commence la renutrition pour éviter ce syndrome de renutrition. Et puis aussi, il faut y aller vraiment par étapes, très doucement. On ne peut pas renutrir quelqu'un au-delà de ces problématiques trop importantes, sinon on risque ce qu'on appelle le syndrome de défaillance multiviscérale, c'est-à-dire que la personne peut en fait
très bien fonctionner, on a l'impression qu'elle est en parfait état, si ce n'est que c'est un équilibre précaire, et il suffit qu'un organe commence à défaillir, comme les autres sont fragiles, par effet de domino, tous les organes partent, les médecins ne peuvent plus faire grand-chose. Donc la renutrition elle est dangereuse, il faut surveiller ça progressivement. Et puis il y a les complications de la dénutrition qui va toucher, on va le voir tout à l'heure, peau, système hormonal, tube digestif, système immunitaire et les infections, moelle osseuse, cœur, foie, os et les carences en micronutriments. Et puis il y a aussi les complications médicales qui sont liées au comportement pathologique associé, comme la potomanie qu'on peut voir dans l'anorexie, c'est le fait de boire des quantités astronomiques d'eau pour s'épurer, les vomissements et les laxatifs et diurétiques. Alors on voit beaucoup avoir avec le vomissement ce qu'on appelle une hypokaliémie, une chute du potassium dans le sang. On recrache de l'acidité, le rein compense et fait sortir du potassium dans les urines, et cette chute de potassium peut faire des arrêts cardiaques. Donc il faut faire attention. Dans la potomanie, ce qu'il va y avoir, c'est une hyponatrémie, c'est une chute du sodium dans le sang, et ça peut faire des crises convulsives. Et puis les vomissements en eux-mêmes, on va abîmer l'émail des dents avec l'acidité de l'estomac, et les patients peuvent perdre leurs dents à force de l'abîmer. Ça commence par des caries, et puis après ça peut aller même jusqu'à l'os mandibulaire. Voilà. Donc dans les complications, on a dit le syndrome de renutrition dont j'ai parlé. Par exemple, en déficit en vitamine B1, ça va pouvoir toucher des neurones qui sont très sensibles aux carences en vitamine B1, et ça va faire ce qu'on appelle un gaillet verniqué, c'est-à-dire que ça va entraîner à vie une incapacité à pouvoir acquérir de nouvelles informations. Donc si je viens d'avoir un gaillet verniqué et je vous rencontre pour la première fois, si je vous vois tous les jours, je vais me présenter à vous, parce que je ne vais pas pouvoir avoir encodé cette nouvelle information que c'est déjà rencontré. Les complications digestives là, sont très fréquentes et moins sévères. C'est les troubles fonctionnels intestinaux dont je vous ai parlé. Elles peuvent l'être un peu plus. Ce qui est problématique aussi, c'est que chez les personnes très dénutries, tout ça c'est les complications de la dénutrition, le corps n'a plus d'énergie pour faire de la fièvre, donc les infections, et pour faire même de l'inflammation, ce qui fait que les infections passent complètement inaperçues. On ne voit pas la réaction du corps. En fait, en général, elles passent, on les voit, les infections, parce que le corps réagit à l'infection. C'est pour ça qu'on les voit. Donc là, elles passent inaperçues. Et là aussi, du coup, la renutrition est dangereuse parce qu'on va donner de l'énergie, par exemple, aux mycobactéries, à certaines bactéries qui du coup, ont tranquillement complètement envahi les poumons pendant des années, sans créer trop de dégâts, parce qu'il n'y a pas de système inflammatoire déclenché. On donne de l'énergie, et puis là, l'infection est complètement répandue, et on a du mal à... Donc on fait des radios de thorax aux personnes très dénutries pour vérifier par exemple qu'il n'y a pas d'infection à des mycobactéries cachées. Une très importante aussi, c'est l'ostéoporose qui touche plutôt la femme ménopausée âgée. C'est la femme ménopausée parce que c'est les œstrogènes qui sont très utiles pour la minéralisation osseuse. Alors les hommes ont moins d'andropause et chez les hommes la testostérone se transforme en œstrogène, donc il y a toujours une minéralisation osseuse qui se fait. Et donc dans l'anorexie mentale il peut y avoir des ostéoporoses très précoces. Moi j'ai des adolescentes qui ont des os de femmes de 80 ans. Ou alors moi je me souviens d'une patiente qui m'avait dit qu'il y avait une trentaine d'années, qui avait un corps de fillette et des os de 80 ans. Et c'est ce voyage dans les âges qui lui a dit que quand même, il faut comprendre qu'il y avait un problème. Dans les formes assez sévères, il peut y avoir une transformation gélatineuse de la moelle osseuse qui est responsable de la création des cellules de la lignée sanguine et créer des anémies. Le foie, on en a parlé, c'est un organe qui se régénère beaucoup, tous les organes se dégénèrent et se régénèrent, et du coup, il faut quand même avoir de l'énergie pour faire la régénérescence du foie. Et du coup, c'est un organe qui est assez atteint parce qu'il peut se dégénérer parce que ça va donner de l'énergie au corps. Le corps ne peut pas avoir la force de régénérer. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle une cytolyse hépatique. Le cœur peut perdre en masse musculaire et donc en fonction cardiaque. Et puis dans les maladies cardiovasculaires, il y a quelque chose de moins grave qu'on appelle le syndrome de Raynaud.
c'est le fait d'avoir des mains très froides, rouges et sèches, hein, qu'on appelle aussi l'acrocyanose. Et ça, c'est parce que la vascularisation est moins bonne. Et puis un signe qui n'est pas très grave, mais qui s'appelle le lanugo, c'est dans l'anorexie mentale, c'est le fait d'avoir un petit duvet sur le visage. Il y a bien sûr des complications hormonales avec l'aménorrhée, la perte des règles, et beaucoup d'hormones sont atteintes. On a parlé des problèmes métaboliques. Chez les patientes avec vomissement, il y a des hypertrophies parotidiennes qui donnent un visage un peu de hamster. On a parlé de l'érosion dentaire, et puis aussi, et ça, les gynécos ne sont pas forcément tous très informés. Les complications obstétricales en cas d'anorexie mentale sont très sévères, en fait, avec des hypertrophies, des menaces d'accouchement prématuré, des prématurités. Et même le fait d'avoir une anorexie mentale guérie est un petit facteur de risque même pour les complications obstétricales. Mais c'est surtout la dénutrition. Voilà. Alors la prise en charge, pour finir, la Haute Autorité de Santé a donné des recommandations en 2010, et puis on va avoir sous peu là les recommandations pour la boulimie et l'hyperphagie. La première des choses, c'est éliminer les urgences. Alors j'ai bien parlé des urgences médicales, mais il peut y avoir des urgences psychiatriques quand il y a une conduite suicidaire, et puis il peut y avoir des urgences aussi familiales quand il y a un épuisement familial. Donc il faut d'abord éliminer les urgences, mais une fois que c'est fait, il faut prendre son temps. En revanche, si on n'a pas d'urgence, l'idée c'est de ne pas être dans l'urgence, justement. Il faut prendre son temps idéalement pour créer une alliance thérapeutique qui sera très importante. Et il faut prendre son temps pour bien définir les objectifs et les moyens de la prise en charge. Normalement, au mieux, avec l'ensemble des soignants, pour que les choses soient bien cohérentes, avec l'ensemble de l'entourage. On peut y mettre le travail même, le compagnon, les parents, qui d'autre encore, les amis éventuellement même, pour que en fait on puisse faire ce que j'appellerais une digue contre la maladie. En fait, comme c'est une maladie qui a tendance à s'infiltrer constamment, il faut au mieux définir un projet de soins où la personne qui a l'anorexie principalement va être coincée. En fait, si sa maladie va pouvoir s'exprimer, il faut qu'elle n'ait pas la possibilité s'exprimer. Par exemple, quand on parle des formes les plus sévères, les formes dont je disais tout à l'heure qu'il y avait des guérisons chez les formes évolutives avec 40 années d'évolution, on a eu des patientes, nous, qui avaient effectivement les IMC les plus catastrophiques et 40 ans d'évolution. En fait, au moment où elles se sentent vraiment mourir, et puis c'est surtout ça, et au final, qu'elles se disent vraiment qu'elles n'ont plus le choix, elles vont pouvoir se mobiliser, et ça va être d'ailleurs les patients qui vont le plus vite se guérir que les autres, que celles qui ont leur premier épisode. Alors qu'elles ont eu des soins sous contrainte, de multiples soins dans leur vie qui n'ont pas fonctionné. Ça peut être, cette digue, des choses plus simples. Moi, j'ai une petite Alizée, 16 ans, que j'ai vue après sa 3e hospitalisation dans une clinique où ils ne font pas de suivi, et elle m'avait dit qu'elle allait perdre tout le poids qu'elle avait pris, et j'ai vu perdre tout le poids qu'elle avait pris. Et puis à un moment, la mère m'a demandé si elle pouvait aller en Tanzanie avec eux. Je ne savais pas trop, mais je leur ai dit, en tout cas, elle a l'air d'être extrêmement motivée pour partir en Tanzanie. Donc j'ai conditionné le départ en Tanzanie à une prise pondérale. À partir de ce jour-là, la jeune fille a pris du poids, alors qu'elle n'avait aucune envie de prendre du poids, elle ne voyait pas l'intérêt. J'ai conditionné le fait aussi qu'elle fasse les safaris en Tanzanie que si elle avait prenait encore du poids. Et à l'issue de son voyage, même si je l'ai un peu poussé, c'est elle-même qui m'a demandé de repartir sur des objectifs IMC complètement normaux, alors qu'on avait trouvé un IMC intermédiaire. Alors, on pourrait dire que c'est facile, il suffit de donner un voyage pour que ça marche. C'est plus compliqué que ça, mais en tout cas la famille s'est mobilisée. Il y a eu l'idée qu'en fait qu'il n'y avait pas le choix, et du coup elle y est allée. Et c'est pas la seule d'ailleurs. J'ai une patiente d'ailleurs avec beaucoup d'évolution de maladie, c'était il y a longtemps. Dominique, 60 ans. Elle avait toujours échappé aux soins, elle, malade de 16 à 60 ans. Et toute sa famille, elle avait peu de vie sentimentale, pas d'enfant, mais toute sa famille, tous ses amis partaient voir sa filleule qui vivait en Nouvelle-Zélande et ils lui ont dit on veut bien partir avec toi, mais c'était un poids un peu plus normal. Donc ils lui ont donné un objectif de poids qui sont fixés comme ça au hasard. Et du coup cette femme
a frappé à la porte de toutes les cliniques qui l'ont refusé parce qu'elle était en grade 4 de nutrition, ils ont tous dit aller en réanimation. Alors en Angleterre, en fait, ils font différemment, ils acceptent sans donner de sonde, et ils prennent en psychiatrie ou en médecine, et pas en réanimation, les grades 4 et les grades 5, pas les grades 4 en tout cas. Et du coup, on a fait comme eux parce qu'elle n'avait pas de troubles bioniques, de troubles métaboliques. On s'est dit, on va essayer de la prendre en charge. Je veux qu'elle n'aille même pas en réanimation. Et donc, elle suppliait vraiment toutes les cliniques. Personne ne voulait d'elle, alors qu'elle avait toujours voulu échapper aux soins. Et en plus, elle prenait 3 boîtes de Dulcolax par jour. Ce sont des laxatifs. Je ne sais pas si vous connaissez, elle en prenait 3 boîtes par jour. Voilà. Et donc, elle est, alors, je ne sais pas si elle est guérie, mais elle a un poids quasi normal. Et voilà, là, elle s'était mobilisée pour aller voir sa fille. Donc là, c'est des exemples un peu rigolos, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de mettre une digue pour que la maladie ne vienne pas s'infiltrer. Voilà. Et une fois qu'on a élaboré ce stratagème, avec un maximum d'entourage, il faut que tout le monde soit raccord sur quelque chose de très ferme, soutenant, mais aimant, mais très ferme, et bien là, on peut proposer aux patients de lutter contre sa maladie. Avant, c'est un peu vain parce que la maladie va s'infiltrer. Et il faut lutter, et il faut lui dire que la lutte va être longue et douloureuse, et puis elle va être longue et douloureuse, et elle va être longue et douloureuse. Parce que vraiment, lutter contre sa maladie, c'est, comme je vous l'ai dit, très douloureux. En revanche, il faut lui dire que c'est une maladie. L'objectif, c'est la guérison. Et c'est vrai, c'est ce qu'on cherche dans cette maladie, c'est la guérison, ce sont des maladies curables. Voilà. Donc on a une prise en charge multidisciplinaire, j'en dirai 2 mots. L'idée, c'est d'avoir une alliance thérapeutique qui est difficile dans cette maladie, pourrait dans d'autres aussi, mais parce qu'il faut à la fois jouer sur l'alliance thérapeutique, mais avoir, comme je l'ai dit, une position très ferme. Donc c'est un chemin du milieu difficile à trouver. On utilise d'abord beaucoup de psychoéducation, notamment ce livre aux éditions Retz qui s'appelle Faire face aux troubles alimentaires, où est expliqué quels sont les troubles et où sont expliquées les thérapies cognitives et comportementales de façon très interactive. Il y a ça pour tous les troubles, hein, les addictions, la dépression, chez ces éditeurs. J'aime beaucoup cette collection. Et il faut aussi qu'il y ait une cohérence et une continuité dans les différentes étapes de soins, hospitalisation, ambulatoire. Voilà. Donc la prise en charge multidisciplinaire, c'est une prise en charge médicale, la définition du cadre dont je parlais, la surveillance bien sûr du poids et des constances, le fait de supplémenter et la prescription de psychotropes, ça c'est la charge du psychiatre. En fait, comme les psychotropes marchent assez peu dans ces troubles, le psychiatre aura vraiment d'abord et avant tout un rôle de psychothérapeute. Il y a bien sûr quelqu'un qui s'occupe spécifiquement du travail alimentaire, ce sera soit un médecin nutritionniste, soit une diététicienne, qui va élaborer les repas, faire une augmentation progressive des apports, réintroduire tous les aliments qui ont été éliminés, travailler sur les pensées anorexiques, et c'est vraiment un travail de thérapie cognitive et comportementale, d'exposition progressive et répétée aux choses qui font peur. Hein, c'est une thérapie du mal par le mal, comme le sont les thérapies cognitives et comportementales. On a aussi quelqu'un qui travaille sur ce qu'on appelle le psychocorporel, ça sera soit un psychosomaticien, soit un psychomotricien. On fait aussi une psychothérapie individuelle. On utilise aussi beaucoup de thérapie familiale. J'ai parlé tout à l'heure de la fonction relationnelle des symptômes. C'est vraiment l'indication de prédilection des thérapies familiales, qui sont parfois pas simples à mettre en place. C'est vraiment le gold standard pour pas mal de recommandations internationales. On utilise, et moi j'aime beaucoup, des groupes d'échange libre ou des groupes de parole. Très souvent, en fait, les patientes arrivent à voir que les autres sont malades plus qu'elles n'arrivent à voir qu'elles sont malades. Moi, j'ai comme ça pas mal de patientes qui, grâce à ces groupes d'échange, ont pu comprendre qu'elles étaient malades. Et j'utilise aussi ce groupe. Je travaille dans une clinique où je fais venir des patientes qui ont besoin d'hospitalisation mais qui n'en veulent pas, juste venir au groupe, et pour que finalement elles puissent voir comment ça se passe en hospitalisation et puis accepter l'hospitalisation si elle est nécessaire. On fait des repas thérapeutiques, bien sûr, il faut travailler sur, il faut mettre les mains dans le cambouis, hein, avec des infirmières qui surveillent et qui accompagnent, ou la diététicienne, et on fait aussi des thérapies multifamiliales. Là, on va prendre plusieurs familles avec les patients. Ça, c'est très peu répandu, mais ça se fait beaucoup en Belgique et en Angleterre, avec des bons résultats. L'idée, c'est... Ouais, puis on propose plein d'autres prises en charge non spécifiques. Le sport, hein, moi j'utilise le sport, l'affirmation de soi, la thérapie en pleine conscience et les arts-thérapies. Voilà.
Et à propos de l'alliance, dès le début, il faut vraiment dire, nommer la maladie, sans stigmatiser avec tact, mais il faut bien dire aussi que c'est un mode d'adaptation comportementale en mal-être préexistant. Il faut avertir dès le début, quitte à être un peu alarmiste comme je l'ai fait là, des complications potentiellement graves, la nécessité des soins médicaux et psychiques, de dire que ça passera aussi par une restauration d'un poids normal, on ne pourra pas faire autrement. Et on sait bien que ça va changer plein de choses en fait sur le plan de l'émotionnel. Il y a plein de troubles émotionnels et plein de comorbidités qui vont disparaître à la restauration d'un poids normal. Les pensées anorexiques et les distorsions du schéma corporel disparaissent à la restauration d'un poids normal. Donc on est très focalisé sur cette histoire de poids. Même si on ne fait pas que ça, et même si on est focalisé sur cette histoire de poids, on fait une prise en charge plus large avec une dimension psychologique, sociale et relationnelle. Voilà, donc j'ai parlé de l'approche nutritionnelle, la psychothérapie, la thérapie, voilà. Du coup, pour faire un peu de pharmacothérapie, en fait dans l'anorexie mentale c'est assez simple. Aucun médicament n'a une autorisation sur le marché, nos médicaments ne marchent pas. En revanche, les psychotropes, vous le savez, ont tendance en général à altérer la satiété, donc finalement de permettre une augmentation d'appétit et une prise de poids. Malheureusement, dans l'anorexie mentale, il y a une telle lutte contre la faim, une disparition de la faim, qu'aucun médicament qui a cet effet secondaire de prise de poids chez tout le monde ne marche chez ces patients. Le Zyprexa, a priori, un peu. Il n'a pas d'autorisation dans aucun pays, mais il y a plusieurs études qui montrent que ça fonctionne, et là, pas du tout par l'effet dont je vous parlais, mais a priori par effet vraiment antipsychotique, même si l'anorexie n'est pas un trouble délirant. On peut se dire que se trouver obèse quand on est méricime, c'est quand même un peu délirant, mais apparemment, du coup, la rigidité des pensées anorexiques est baissée par le Zyprexa, et la dimension anxieuse aussi. Et du coup, ce serait par ces phénomènes intermédiaires que l'olanzapine serait efficace dans l'anorexie mentale. Dans la boulimie, le seul médicament en France qui a l'autorisation de mise sur le marché, c'est l'antidépresseur fluoxétine Prozac à 60 mg. Dans les études, 20 mg, c'est comme le placebo, donc c'est vraiment de fortes doses. On utilise du coup un peu tous les ISRS, tous les inhibiteurs, tous les médicaments qui jouent sur la sérotonine, antidépresseur. Un autre médicament qui n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, c'est l'Epitomax, topiramate, à 100 mg, qui est un antiépileptique, qui est aussi dans certains pays un thymorégulateur, qui marche statistiquement moins bien que les autres, mais qui, à l'inverse de la fluoxétine qui met plusieurs semaines à fonctionner, qui marche assez vite. Et du coup, pour les patients, c'est assez agréable d'avoir un médicament qui a une efficacité immédiate. Du coup, on y croit encore plus que si les effets sont différés. Il a comme effet secondaire d'ailleurs, la fluoxétine est un peu anorexigène, elle fait un peu couper l'appétit. Le topiramate, lui, a beaucoup d'effets anorexigènes, il peut faire prendre beaucoup de poids. Et d'ailleurs, il y a un capital qu'il avait nommé le nouveau médiator. Parce que comme le médiator, il est prescrit hors MM par des médecins généralistes pour faire prendre du poids, il a bien sûr des effets secondaires. Et donc, on l'avait taxé d'être le nouveau médiator. Et puis la naltrexone, mais il n'a bien sûr pas d'effets secondaires graves cachés comme l'avait le médiator. La naltrexone Revia, qui est un médicament qu'on utilise dans l'alcoolodépendance, à 1 comprimé, là on peut aller jusqu'à 6 comprimés, il n'y a pas d'AMM non plus, et ça diminue le craving, l'impériosité à faire une crise, comme il y a un craving à l'alcool. Le topiramate et le naltrexone fonctionnent comme ça. Certains utilisent aussi le diurézal baclofène, dont vous avez entendu, et le méthylphénidate, qui est un psychostimulant qu'on utilise dans le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour l'hyperphagie boulimique, c'est grossièrement la même chose. Il n'y a pas d'AMM, mais c'est la fluoxétine et le topiramate, des posologies plus élevées. Et puis, aux États-Unis, la FDA, l'organisme du médicament, a autorisé récemment cette amphétamine assez proche du méthylphénidate. Mais on ne l'a pas en France. Voilà. J'ai parlé pendant 50 minutes. Donc là, c'est le dernier tiers de ma présentation, c'est sur les troubles du comportement alimentaire dans les troubles bipolaires. Donc, j'ai parlé d'épidémiologie, j'ai parlé de la spécificité clinique des troubles bipolaires qui sont associés aux troubles du comportement alimentaire. On va regarder si ces deux troubles ont des caractéristiques communes. On va parler des implications pour la prise en charge et on verra si j'ai le temps de parler de quelques vignettes cliniques.
Alors un petit lexique, parce que ce sera plus simple pour les diapos. Donc c'est en anglais, j'ai mis ED pour Eating Disorder, c'est les troubles du comportement alimentaire, AN pour l'anorexie mentale, anorexia nervosa, BN pour boulimie, BED pour l'hyperphagie boulimique. D'accord? Trouble bipolaire c'est BD, de type 1 BD1, de type 2 BD2, les troubles du spectre c'est BSD, l'épisode dépressif majeur c'est MD, et le trouble dépressif récurrent MDD. D'accord? C'est pour la lecture. Donc l'épidémiologie. Là, ce sont donc des études qui regardent la fréquence de ces troubles alimentaires chez des personnes qui sont suivies pour un trouble bipolaire. Il y a donc 4 études, 2013, 2016, 2011 et 2008. Là, c'est uniquement les femmes de l'étude de 2011, hein, avec 300 à 1000 patients. Et on voit par exemple que pour l'anorexie mentale, on a de 2 à 3%. Alors là, dans cette étude, si on prend les critères du DSM, on arrive à 1%. Donc en gros, on a de 1 à 3%, donc c'est-à-dire à peu près 2% d'anorexie mentale dans le trouble bipolaire. Si on regarde la boulimie, on a entre 5 et 15% de boulimie dans le trouble bipolaire. Si on regarde l'hyperphagie boulimique, on a entre 8 et 12% d'hyperphagie boulimique dans le trouble bipolaire. Donc là aussi, les troubles du comportement alimentaire sont bien plus associés, sont bien plus fréquents quand on a un trouble bipolaire. On avait vu l'inverse tout à l'heure, c'est le cas dans ce sens-là aussi. On voit aussi, ça touche bien plus les femmes. Hein. Si on regarde le pourcentage de femmes dans ceux qui ont un trouble du comportement alimentaire, c'est de 83 à 74%. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que dans cette étude, donc, de McElroy, on est allé voir, donc les gens étaient suivis, on leur fait poser dans des centres cliniques, l'étude fait poser des questionnaires à ces personnes, relève qu'il y a 27% de troubles bipolaires par rapport au questionnaire, et puis après on regarde dans les codifications ce que les médecins dans leur pratique clinique ont codé, et on s'aperçoit qu'en fait le diagnostic en pratique clinique est 3 fois moins posé que quand on regarde les questionnaires. Donc il y a un sous-diagnostic massif des troubles bipolaires, des troubles du comportement alimentaire chez les personnes qui sont suivies pour troubles bipolaires. Alors, là aussi c'est peu lisible, mais c'est la diapo de tout à l'heure. On avait vu 3% de troubles bipolaires dans l'anorexie, 18% dans la boulimie et 12% dans l'hyperphagie. Ça c'est aussi pour dire que... on s'en fout. Si je vais juste parler de ça, celle du bas, c'est une étude qui montre en fait la prévalence des troubles bipolaires selon le type de trouble du comportement alimentaire. 16% de troubles bipolaires dans l'anorexie, 36% dans la boulimie, 49% dans le binge eating disorder. Donc, le binge eating disorder est quand même la pathologie alimentaire, du comportement alimentaire qui est la plus associée aux troubles bipolaires. Et puis si on regarde le type de trouble bipolaire, on s'aperçoit qu'en fait, il y a 11% de 1 dans l'anorexie versus 6%, ce qui veut dire qu'il y a plus de type 1 chez les anorexiques. Et alors que quand on regarde dans les autres troubles, la boulimie comme l'hyperphagie boulimique, il y a plus de type de 21 versus 14, 26 versus 22. Donc, anorexie, boulimie, boulimie, hyperphagie boulimique sont plus associés au type 2, anorexie plus au type 1. Voilà, c'est un petit résumé. Alors, quelles sont la spécificité clinique des troubles bipolaires avec troubles du comportement alimentaire? En fait, le profil évolutif est bien plus sombre que s'il n'y a pas de trouble du comportement alimentaire. L'âge de début est plus précoce, notamment pendant l'enfance, le trouble bipolaire. Il y a bien plus d'accumulation thymique, plus de 10 épisodes, c'est bien plus fréquent, notamment dépressif. Il y a plus de cycles rapides. Il y a plus de symptômes dépressifs actuels, de tristesse, d'anxiété, d'utilisation actuelle d'antidépresseurs. La réponse aux antidépresseurs est plus lente que si on a un trouble bipolaire sans trouble du comportement alimentaire. Plus de suicides et de conduites suicidaires, plus de perturbations pondérales, un IMC moyen plus élevé, et plus de troubles d'autres comorbidités psychiatriques, les troubles anxieux, les abus de substances et les troubles de la personnalité. Donc ça n'est pas aidant. Ça n'est pas aidant et c'est sous-diagnostiqué.
Alors ça c'est pour voir si c'est en fait la place du trouble de l'humeur ou du trouble bipolaire de l'humeur. C'est une étude qui regarde donc chez des personnes qui ont un épisode dépressif majeur et un trouble du comportement alimentaire. Ils ont les deux, et on regarde s'ils ont un trouble bipolaire de type 1, de type 2 ou juste un trouble dépressif récurrent ou un épisode dépressif unique. Donc là, il y a 17% de BP1, 24% de BP2 et 56% de unipolaire. Et en fait, les bipolaires ont une moins bonne régulation pondérale, plus d'impulsivité, plus de labilité émotionnelle, plus d'abus d'alcool. Et les BP1, eux, ont plus aussi de sévérité dépressive, de suicidalité et d'impact fonctionnel. Donc la bipolarité rajoute de la problématique au trouble de l'humeur avec, à la dépression en tout cas avec trouble du comportement alimentaire. Ça c'est pas vraiment la même chose, mais c'est plus autour de l'obésité. C'est une étude italienne chez des personnes avec obésité. Et on regarde s'ils ont un trouble bipolaire et s'ils ont une hyperphagie boulimique. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même 41% des patients qui ont à la fois l'hyperphagie boulimique et le trouble bipolaire. 21 qui ont uniquement l'hyperphagie boulimique, 8 uniquement le trouble bipolaire. Et en fait, il n'y en a que 30% entière, monde entière, qui n'ont pas ces troubles psychiques. D'accord ? Donc l'obésité est quand même très favorisée par deux troubles psychiques. Et si on regarde ceux qui ont l'association trouble bipolaire et hyperphagie boulimique, c'est d'abord des BP2. Et si on regarde ceux qui ont juste un trouble bipolaire, c'est d'abord des BP1. Alors, est-ce que troubles du comportement alimentaire et troubles bipolaires ont des caractéristiques communes? Si on regarde la phénoménologie, est-ce que l'instabilité pondérale et du comportement alimentaire pourrait être compris comme un syndrome ou trouble bipolaire? Il s'avère que dans l'hypomanie, la manie et la mélancolie, il y a anorexie, hypophagie, amaigrissement. Donc oui, si on regarde la dépression atypique au sens américain, ça ne veut pas dire avec des symptômes psychotiques, mais ça veut dire qui fait penser au trouble bipolaire. Là, il y a la dépression bipolaire, elle est typiquement hyperphagique, hypersomniaque d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une augmentation de l'appétit, une hyperphagie et une crise pondérale. Donc oui. On a vu tout à l'heure que le trouble bipolaire est un facteur de risque d'obésité, et on a vu aussi, peu importe, je vais laisser passer. Bon, en fait, il y a pas mal d'arguments pour dire que oui. Inversement, si on veut savoir si l'instabilité de l'humeur pourrait être un signe de trouble du comportement alimentaire, alors, on sait que les troubles du comportement alimentaire sont associés avec beaucoup de symptômes dépressifs. On sait aussi que la manie, l'épisode dépressif, s'il est associé avec une boulimie, va présenter beaucoup plus de scores d'hypomanie que s'il n'est pas associé à une boulimie. Donc, oui. On sait aussi, si on regarde la crise, comment fonctionne une crise de boulimie et de vomissement, sur un plan clinique, il y a une dimension un peu bipolaire de ce qui se passe juste autour de la crise, c'est-à-dire qu'il y a une anxiété et des symptômes dépressifs. Il y a au moment de la crise une euphorie, une excitation, et il y a au décours de la crise une culpabilité, un épuisement, un dégoût de soi. On connaît aussi quelque chose très bien, c'est dans le début de l'anorexie mentale, il y a très souvent des symptômes dépressifs, mais au moment où il y a la dénutrition, l'amaigrissement, il y a une élation de l'humeur, une insomnie, une excitation psychomotrice. Des signes de la lignée hypomane. Et ça, c'est très fréquent. Et puis aussi, dans l'anorexie mentale, il y a souvent une mauvaise qualité de l'insight, une dimension psychotique. Et d'ailleurs, ce qu'on retrouve dans les états maniaques psychotiques de type 1, et du coup, on peut dire que ce n'est pas pour rien que l'anorexie mentale est plus associée au BP1 qu'au BP2, qui n'ont pas, eux, l'épisode psychotique. Si on regarde aussi impulsivité et dimension compulsive, on s'aperçoit quand même que manie, hypomanie et état mixte sont fondamentalement des états d'impulsivité. On sait aussi que les patients bipolaires, même euthymiques, ont des scores d'impulsivité plus élevés qu'en population générale. On sait aussi que les troubles bipolaires sont souvent associés à soit un trouble déficitaire de l'attention, soit des troubles de conduite, soit des addictions, qui sont donc des pathologies où il y a impulsivité. Donc ça c'est pour le trouble bipolaire. Et si on regarde
les troubles du comportement alimentaire. Et là, je vais d'abord tout parler de la boulimie et de l'hyperphagie. On a énormément, on l'a vu tout à l'heure, de comorbidité impulsive. On l'a vu, il y a aussi par exemple dans la boulimie, la kleptomanie est très fréquente. Hein. Voilà. Donc oui, il y a de l'impulsivité très clairement, à la fois dans le trouble bipolaire et dans les troubles du comportement alimentaire, boulimie et hyperphagie boulimique en premier lieu. Si on regarde la dimension pas impulsive mais compulsive, on sait aussi que le trouble obsessionnel compulsif, j'ai écrit OCD, pardon, est plus fréquent parmi les bipolaires qu'il n'est parmi les gens qui ont des épisodes dépressifs, qu'il n'est dans la population générale. Donc il y a une association trouble obsessionnel, trouble bipolaire. Et du côté des troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie ont été proposés par pas mal d'auteurs comme des entités nosographiques du spectre des troubles obsessionnels compulsifs. Et puis aussi, on voit dans l'anorexie mentale, il y a des scores de rigidité, perfectionnisme, obsessionnalité qui sont très élevés, bien plus que dans la boulimie et l'hyperphagie. Donc finalement, la dimension obsessionnelle, on la retrouve aussi dans les troubles bipolaires et dans les troubles du comportement alimentaire, mais cette fois version anorexie. Dans l'évolution aussi, il y a des points communs. C'est souvent des maladies qui commencent à l'adolescence et au début de l'âge adulte, qui peuvent être épisodiques ou chroniques. Dans les troubles du comportement alimentaire, il y a souvent des évolutions biphasiques cycliques avec des phases très longues de restriction et d'anorexie. Les personnes ont un critère d'anorexie. Puis la moitié d'entre elles vont pouvoir avoir une évolution sous forme de boulimie, et puis après repartir en anorexie et repartir en boulimie. Moi j'ai des patients qui ont fait des cycles comme ça, on peut faire comme dans le diagramme de l'humeur, mais autour du comportement alimentaire. Le suicide est plus fréquent. Bon, il y a la même chose pour finalement les antécédents familiaux, mais je passe, et la réponse thérapeutique. Donc on a beaucoup quand même de caractéristiques communes entre ces deux troubles. Alors quelles sont les applications pour la prise en charge? J'en ai parlé. Lutter contre le sous-diagnostic, on a vu tout à l'heure. J'ai parlé aussi quand même de la moins bonne formation en général des psychiatres aux troubles du comportement alimentaire qu'aux autres troubles en psychiatrie, parce qu'on les retrouve moins. Donc ça vaut, c'est une expertise un peu particulière, donc ça vaut le coup quand même d'avoir, en plus du psychiatre bipolarologue, un psychiatre spécialisé dans le TCA. En plus c'est très chronophage comme prise en charge en général. Donc c'est bien si on est à une prise en charge à deux têtes. Voilà. Et puis alors pour la pharmacothérapie, si on a un trouble bipolaire et un trouble du comportement alimentaire, notamment boulimie ou hyperphagie, si on veut choisir un antidépresseur, on va choisir la fluoxétine, comme on a vu tout à l'heure, si ce n'est que c'est 60 mg, 3 comprimés de Prozac. Donc pour le trouble bipolaire, il faut faire attention aux fortes doses, ça c'est sûr. Si on a un trouble bipolaire et un trouble du comportement alimentaire, notamment boulimie, hyperphagie, on va plutôt choisir le topiramate si on peut, même si ce n'est pas le meilleur des thymorégulateurs, mais en tout cas ça se discute. Et là, si aussi on a trouble bipolaire et anorexie, c'est bien d'aller choisir l'olanzapine. Et avec cette idée dont j'ai parlé, oui, que la plupart des psychotropes altèrent la satiété, et finalement dans l'hyperphagie boulimique, on peut se demander aussi quelle est la part iatrogène du médicament dans le binge eating disorder des patients qui ont un trouble bipolaire sous psychotrope. Je pense que je m'arrête là. Ouais. Comment? Ça dépend. C'est des vignettes cliniques, mais je viens peut-être que vous posiez des questions d'abord, et parce que c'était long. Quelle heure est-il? Il est 9h10. Il est 9h10, ouais. Ça va, on a le temps. Ouais. J'avais pas compris, vous disiez que les médicaments qui n'ont pas d'utilisation sur le marché, Oui. ils sont utilisés. Oui, c'est très fréquent en psychiatrie. D'accord, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis sur le marché psychiatrique, mais Oui. ils sont utilisés dans d'autres disciplines. Oui, voilà. Ah oui, excusez-moi, oui. Par exemple, le topiramate, Epitomax, c'est un anti-épileptique, donc il est vendu. Non. Si, parce que, en fait, si moi je suis votre médecin et que vous prescrivez du topiramate et que vous avez un problème avec le topiramate, si je vous l'ai prescrit alors que vous n'avez pas d'épilepsie, je peux me faire attaquer parce que je vous ai prescrit un médicament hors AMM. Donc on prend des risques. Le médecin prend des risques. Ouais. Et on le fait quand même souvent. Mais, L'autre, il y avait un exemple qui était connu. Hein.
ça s'appelle le baclofène. C'est un médecin qui a pris le baclofène parce qu'il pensait que ça lui permettait d'être moins, de diminuer son addiction à l'alcool. Ouais. Il est guéri même. Et ça a été généralisé. Donc, non, il ne faut pas croire que parce qu'un médicament est essayé dans un cas particulier, c'est fini pour l'éternité. C'est plus subtil que ça, hein, le médicament. En fait, précisément, il a eu ce qu'on appelle une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, le baclofène, donc il y a un médicament qu'on utilise dans la spasticité spasmodique, je crois, c'est ça ? Je crois, en tout cas un problème neuromusculaire, on va dire ça. Et donc il est utilisé là-dedans. Et un généraliste ou un cardiologue qui avait une alcoolodépendance, à Rome, en fait, s'est traité, je ne sais pas comment il a eu cette idée d'ailleurs, par ce médicament, et il a été guéri de son alcoolodépendance grâce au baclofène. Et du coup, ça a été très médiatisé, il est écrit un livre, c'est le titre du livre, et du coup, les personnes alcoolodépendantes sont allées voir leur médecin pour qu'on lui prescrive cette fameuse molécule. Donc les médecins se sont mis prescrire cette molécule très compliquée d'utilisation parce que on donne des doses qui ne sont pas du tout celles de la spasticité spasmodique, à 18 comprimés parfois, et si on arrête, il y a un risque épileptique important. Donc finalement l'agence du médicament a dit peut-être que ça marche, de toute façon c'est tellement prescrit maintenant, on est débordé, donc pour protéger les médecins, on va donner une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, pendant qu'on va faire des études françaises pour dire si ça marche ou pas. Voilà. Là, les études viennent publier, c'est pas très en faveur d'une efficacité. Voilà. Donc on ne sait pas s'il va garder son ATU, ça va passer en AMM, ou peut-être que c'est déjà décidé, je ne sais pas, mais ces derniers temps on ne savait pas s'il allait en advenir. Vous avez parlé de psychothérapie, éventuellement pour les troubles du comportement alimentaire. Vous pouvez nous en dire un peu plus, comment ça fonctionne? Ouais. Alors, vraiment, moi ce sur quoi j'insiste, c'est que, encore une fois, ce qu'il faut pour pouvoir faire de la psychothérapie, c'est qu'il y ait bien cette digue. Il faut créer quelque chose de très rigide pour que la maladie ne puisse pas s'installer. Il y a beaucoup de gens qui demandent qui se disent oui, mais j'ai une mauvaise estime de moi, je veux faire un peu de psychothérapie de l'estime de moi, oui, mais j'ai une dépression associée, et qui vont vouloir partir sur des projets psychothérapeutiques qui ne sont pas vraiment le cœur de la maladie. Donc ça c'est juste pour dire ça peut se faire, mais si on fait le principal, voilà. Et du coup la psychothérapie, ça va être justement ce dont je parlais, en fait, ça va être travailler sur l'estime de soi, travailler aussi beaucoup sur la prévention identitaire, parce que je disais que surtout l'anorexie mentale peut être très valorisée, et du coup ça peut être une recherche identitaire chez quelqu'un qui avait auparavant des difficultés identitaires. Ça va être aussi un travail de déconstruction des pensées anorexiques qui peuvent être très rigides avec des fausses croyances. Ça va être précisément d'ailleurs ce qu'on fait même tout simplement en faisant prendre du poids, c'est une thérapie d'exposition, hein. C'est une psychothérapie où on se confronte à ce qui nous fait peur pour le dépasser. Donc ça s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Et puis il y a aussi quand même un travail d'élaboration sur quels sont les facteurs précipitants, les facteurs prédisposés, surtout les facteurs précipitants et les facteurs de maintien, pour pouvoir les travailler, pour casser cette boucle qui s'auto-entretient. D'accord ? Et puis dans la psychothérapie, il y a la psychothérapie familiale. Alors vraiment, moi je vois beaucoup de, moi j'ai une femme qui est guérie, je crois, de 60 ans, qui elle, c'est pas la même que tout à l'heure, elle n'a pas 60 ans précisément, 40 ans d'évolution de maladie aussi, avec un père qui a des fonctions très élevées, et qui a toujours été en admiration devant son père, qui lui rendait peu d'ailleurs, et elle a toujours, elle a compris ça au moment où elle guérissait. Elle a toujours couru après son père, elle s'est toujours dit qu'en étant malade, elle pouvait attirer son attention. Finalement, il n'a pas arrêté de la rejeter. Et c'est au moment où elle a réussi à prendre du poids, c'est une des patientes qui a pensé qu'elle allait mourir, elle a réussi à prendre du poids. Pour la première fois, contrairement à toutes les autres hospitalisations, au moment où elle prenait du poids, son père a vu la voir et elle a réalisé que pendant 40 ans, elle s'est battue pour attirer l'attention de son père et elle a fait exactement l'inverse. D'accord ? Donc c'est pouvoir essayer de faire parler les patientes de justement en fait leurs attentes familiales, leurs douleurs familiales, leurs souffrances, pour qu'il n'y ait plus cette fonction relationnelle. D'accord ? Concernant les comorbidités, moi je pensais par exemple que les troubles du comportement alimentaire, qui étaient des troubles du comportement, étaient une résultante, par exemple des troubles de l'humeur et tout ça, par exemple, quelque chose pour
limiter la souffrance, comme l'alcoolisme et tout ça. Mais alors quand on parle de comorbidité, on ne donne pas d'ordre dans les maladies, c'est simplement qu'elles fonctionnent ensemble, quoi. Voilà. Effectivement, vous avez raison, ça peut être aussi l'inverse. Effectivement, ça peut être finalement même, comme on disait là tout à l'heure, comme je disais, les caractéristiques communes, finalement c'est une sorte de même maladie, mais qui s'exprime sous différents versants, l'humeur et l'alimentation. On peut aussi imaginer que c'est des maladies qui se compliquent, ou c'est des maladies qui arrivent par hasard ensemble. Ce n'est pas une qui déclenche l'autre, on ne sait pas ça. On ne sait pas. Alors, ça c'est de façon générale, en tout cas pour les troubles de l'humeur, les troubles du comportement alimentaire, non. Et même parfois, on peut dire qu'on sait, mais bon, même cliniquement, on peut dire bah, c'est simple, il y a d'abord une dépression, et puis après une anorexie, mais parfois, c'est quand même jamais si clair pour moi en fait. Et si on traite par exemple les troubles du comportement alimentaire et que la maladie, que le trouble bipolaire n'est pas traité derrière, quelque part ça ne sert à rien. Comme vous disiez, faut oui. traiter, Oui, alors parfois, en revanche, pour répondre à votre question, c'est un peu l'esprit des vignettes cliniques justement. Par exemple, il y a une jeune fille qui est venue me voir pour une hospitalisation là où je travaille, à mon cabinet en consultation, pour son trouble du comportement alimentaire. Puis finalement, je suis assez embêté parce que je la vois très très déprimée. Et je lui dis, bon bah là en fait vous êtes tellement déprimée, et puis comme elle avait un poids à peu près normal, je pense que ça va plutôt traiter votre trouble d'humeur. Et puis je creuse un peu, puis finalement j'ai appris qu'elle était hospitalisée sous contrainte pour un épisode d'excitation avec des phénomènes délirants. D'accord. Donc je lui dis, mais en fait vous avez un trouble bipolaire de l'humeur. Elle me dit, ah oui, d'accord. Et puis voilà, donc on part sur une hospitalisation rapide parce qu'elle a une dépression bipolaire plus une boulimie. Voilà. Et puis je lui donne mon portable et puis elle me rappelle quasiment 2 jours plus tard, complètement excitée, elle était en hypomanie. Et donc là on s'est encore plus précipité pour l'hospitalisation. Et puis donc j'ai adressé à mon collègue qui s'occupe des troubles bipolaires. Et moi je m'occupais d'elle de façon plus... là où je travaille, j'y vais 1 fois par semaine, donc je voyais 1 fois par semaine, très rapidement guérie de son trouble. Et puis en refaisant l'anamnèse, l'histoire de la maladie, elle n'a des troubles du comportement alimentaire, anorexie ou boulimie, que pendant ces épisodes cliniques. Donc moi je lui ai dit, au revoir, j'ai plus besoin de vous voir, vous voyez un bipolarologue, et puis ça s'appelle comme ça, hein, et puis moi j'arriverai, mais voilà, vous êtes complètement guéri. Et d'ailleurs ce qui l'a distingué beaucoup des autres patients dans le groupe, c'est que surtout à l'époque il y avait beaucoup de patients qui avaient des estimes de soi dans les chaussettes, et elle pas du tout. Hein. Voilà. Et donc, elle a été sortie de son hypomanie. Ce qui est étonnant, c'est que vous parliez de guérison. Oui. Et pas de stabilisation. Il n'y a pas de rechute. Si. Alors. Parce que dans le trouble bipolaire, on ne parle pas de guérison. Voilà, parce que le trouble bipolaire est une maladie chronique. Ouais. D'accord. Donc, et avec des épisodes. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faudrait revoir dans la formation médicale l'idée qu'on dit que les troubles, l'anorexie c'est une maladie épisodique ou chronique. Non, c'est une maladie épisodique qui se chronicise et qui peut rechuter, mais c'est une maladie qui doit être épisodique. C'est pour ça que je parle de guérison. C'est une maladie curable, j'insiste. Et c'est vrai que c'est difficile de... C'est pas du tout la représentation qu'on a, vous voyez, vous me posez la question, c'est difficile à intégrer, mais oui. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est parce que le trouble bipolaire, c'est dans le corps, enfin, il y a un trouble fonctionnel, alors que les troubles du comportement alimentaire sont plus psychologiques. Je crois, oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des thérapies familiales d'abord et avant tout. Il n'y a pas de trouble fonctionnel dans l'anorexie. C'est ça. Je crois que, alors, dans l'anorexie, c'est quand même, après, on parle des troubles, là je dis anorexie mentale, mais c'est comme dans tous les troubles, ce sont les anorexies mentales, les boulimies. On a des syndromes plus que des maladies en fait. Hein. Donc je pense que ça dépend complètement des cas. Hein. Mais de façon plus générale, en moyenne, on va dire, oui, l'anorexie mentale, puisque ça répond bien plus d'ailleurs à la thérapie familiale et que finalement dans le trouble bipolaire, il y a peu la fonction relationnelle des symptômes. Je ne sais pas si vous connaissez vous vraiment la fonction relationnelle des symptômes dans le trouble bipolaire, moi pas vraiment. Donc oui, il y a plus quelque chose qui est de l'ordre du psychologique. Donc oui. Mais voilà. Je réponds à votre question ou pas? Oui, donc c'est pour ça que je dis qu'on peut guérir, parce que c'est psy, alors, par la parole, voilà.
Après, je ne sais pas si c'est pour ça. Voilà, c'est ça que je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. On voit vraiment, par exemple, le fait qu'on voit des maladies qui ont chuté pendant 40 ans, puis après qu'il n'y a plus rien, et quelques mecs qui ont été tout le temps malades pendant 40 ans, puis il n'y a vraiment plus rien, on peut vraiment dire que c'est une maladie qui est guérie. Le cancer aussi, on dit qu'on est guéri. Après de, je sais pas, ça dépend des cancers, mais 5 ou 10 ans, et on dit qu'on est en rémission, puis après on est guéri. Je pense qu'il faut voir cette maladie-là comme ça. Où la plupart, nous avons accès au début. Oui. Vous n'avez pas trop parlé de l'hyperphagie. Non. Ouais. Je me demande ce qu'on sait sur les conséquences sur le corps, qui est différent que l'obésité. Ouais. Ah, alors, tac. Je ne sais pas du tout répondre à votre question. C'est-à-dire que bien sûr, il va y avoir une obésité, donc il y aura les complications de l'obésité. Mais alors après, quelles seraient les complications spécifiques? Par exemple, sur une prise de poids très importante dans une petite période. Ouais. Alors, en fait, je crois pas qu'il y en ait tant que ça, en fait. Peut-être que je ne les connais pas, mais je ne crois pas qu'il y en ait tant que ça. Ce qui est problématique, ça va être, par exemple, plus s'il y a vomissement. Je ne parle pas de l'érosion des dents, mais il va y avoir, par exemple, des saignements. En fait, l'œsophage va s'écarter trop. Il peut y avoir des saignements, mais en soi, le fait de finalement remplir son estomac de façon massive, je ne sais pas quelles sont les applications. Et peut-être oui, sur un plan métabolique, finalement, avoir comme ça une ingestion massive d'aliments plus que de trop manger, avec l'hyperglycémie qui va être plus altérée que dans l'obésité. Peut-être, mais je ne les connais pas. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Non, je dis pas ça. Moi, je ne les connais pas. Peut-être qu'on les connaît, mais je crois pas. Effectivement, je crois pas que ça soit documenté. Et est-ce qu'il y a des recommandations de HAS pour prise en charge l'année prochaine? Il y a des notes de cadrage, précisément. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'HAS, vous avez la note de cadrage de 2015 sur boulimie hyperphagie. Oui, parce que vous aviez dit, j'ai bien compris, que les troubles du comportement alimentaire, quand c'est lié aux épisodes thymiques de la bipolarité, ce n'est plus un trouble du comportement alimentaire. Or, quand on écoute les différents témoignages, qu'on lit les différents témoignages et qu'on s'observe de soi-même, on a quand même tendance à penser que, je ne sais pas, c'est peut-être pas encore connu ou recherché, mais on a quand même l'impression qu'il y a comme un trouble du comportement alimentaire pendant les phases. On a quand même tendance à manger ou à pas manger, et vous l'avez dit, mais... Oui, c'est précisément ce que je disais. Là, je racontais juste une histoire clinique dans laquelle les symptômes disparaissent complètement. Il n'y a plus de... Mais en revanche, c'est d'ailleurs, on peut dire que finalement, c'est presque en overlap entre les maladies. Oui, bien sûr, à la dépression atypique, il y a l'hyperphagie, la dépression plus bipolaire, on a plus tendance à avoir hyperphagie, hypersomnie, alors que la dépression bipolaire, on va avoir insomnie. Mais on ne pourrait pas concevoir de soigner ça en parallèle de la crise, parce que j'ai quand même tendance à penser que l'un tient la main à l'autre, les phases thymiques et ces hyperphagies ou ces troubles du comportement alimentaire, ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de les soigner en parallèle? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de psychiatres qui soignent ça, notamment... Si, bien sûr, non mais c'est vrai. Après, ça veut dire finalement, là, ce que vous dites, c'est que du coup, soigner un symptôme de l'épisode, comme par exemple, s'il y a une insomnie, ce serait aussi, au-delà de soigner l'épisode, c'est soigner par exemple l'insomnie de l'épisode. Là, il faudrait soigner l'hyperphagie de l'épisode. Il n'y a pas de médicament pour soigner l'hyperphagie de l'épisode. En revanche, on pourrait dire que si dans le traitement régulateur, l'adjonction d'Epitomax pourrait être utile. Si vraiment l'hyperphagie pose des problèmes. Ou alors, pour toutes ces problématiques comportementales, il y a des organisations du cadre de vie. Moi, par exemple, les patients qui ont une boulimie, il suffit d'ailleurs parfois qu'elles soient hospitalisées pour qu'elles aient plus de boulimie, parce qu'elles ont un cadre qui leur permet de ne pas avoir de crise de boulimie. D'accord ? Et après, quand on va essayer de réfléchir aux stratégies de soins, pour certaines patientes, moi je me souviens que même la famille se mobilise, met des cadenas dans la cuisine pour qu'il n'y ait pas la possibilité de faire une crise.
Donc on peut le soigner comme ça, par une sorte de cadre par rapport à une problématique comportementale, au-delà des médicaments. Après, une psychothérapie sur un symptôme comme ça, épisodique, je ne sais pas. Oui. Oui, pardon, je vous ai oublié. Mais vas-y. Pardon, en fait, pour le coup, c'était exactement dans le prolongement de la question précédente. Ouais. Alors moi, c'est posé de façon plus naïve, mais Ouais. ce que je remarque en dépression, c'est vrai qu'on a vraiment une perte d'appétit très importante. Ouais. En revanche, en base un peu plus haute, Ouais. une augmentation parfois très importante de l'appétit qui me fait demander s'il ne s'agit pas d'une sorte de trouble du comportement, parce que c'est pas peut-être la qualification propre d'anorexie ou de boulimie, quoique parfois ça pourrait, mais il y a vraiment un changement typique des phases dépressives ou maniaques qui est assez perturbant. Et alors, la réponse thérapeutique, c'est uniquement les psychotropes, ou parce que par rapport juste à ce problème alimentaire, en fait, vous voyez un peu le sens de ma question, c'est... Je suis un peu floue, mais... Non, en fait, je vous ai suivi au début, mais après j'ai réfléchi, donc je vous ai un peu lâché. Le sens de votre question, c'est, oui, vous sentez bien, vous, la modification du comportement alimentaire en fonction de l'épisode clinique, à l'inverse d'ailleurs de ce que je racontais, moi. Vous, c'est l'hyperphagie dans la dépression, non, l'hyperphagie dans l'excitation et l'anorexie dans l'excitation. Non, et l'anorexie dans la dépression, j'arrive. Voilà, dans l'inverse de ce que je disais. Et du coup, après, votre question, c'est de se dire... La réponse thérapeutique. La réponse thérapeutique. Oui, c'est un peu la même question. Mais la réponse thérapeutique... Alors, je vais essayer de réfléchir plutôt avec... si je formule moi la question. La réponse thérapeutique, on a un épisode d'excitation. Souvent, quand même, ça se traite en hospice, mais c'est ça, c'est l'histoire de cadre quand même. Après, ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on ne va pas se prendre, se mettre dans une prise d'âge en long cours pour une symptomatologie qui est dépendante de l'épisode clinique, quand même, vous voyez. Alors que par exemple pour l'anorexie mentale, on sait très bien qu'il faut attendre la rémission, faire 2 ans de suivi pluridisciplinaire. Donc voilà, donc c'est la gestion en fait du symptôme par le psychiatre, bipolaire. Mais c'est peut-être si par exemple quand même de faire attention dans le choix des traitements. Alors vous m'avez dit c'est l'excitation qui fait l'hyperphagie. Voilà. Donc le problème c'est que à part l'épithémone justement tous les traitements antimaniaques donc vous n'avez pas aidé sur un plan de psychothérapeutique. Oui, parce que est-ce qu'un médicament comme le Zyprexa, il ne favorise pas l'hyperphagie? Si aussi, ouais. Si, ça favorise. Le seul vraiment psychotrope thymorégulateur, mais il n'est pas très bon, c'est l'épitomax. Il n'est pas très bon régulateur. Alors ça n'a pas marché chez tout le monde, hein, mais... Oui, pardon, du coup... Oui, je voulais demander, parce que quand on est diagnostiqué à l'anorexie, on peut se faire hospitaliser plus facilement, mais si on est... Enfin, moi, je fais des crises d'hyperphagie, que ce soit que je sois en bar ou... D'accord. Par exemple, mon psychiatre avait essayé de me mettre sous le Prozac, mais il y a trop d'effets secondaires. On peut pas... il n'y a pas de prise en charge. Il m'a par exemple jamais conseillé d'aller voir... Non. Pour les troubles alimentaires, parce que moi, ils sont là tout le temps. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est aussi important et grave que quelqu'un d'anorexique, parce qu'on fait que... Bien sûr. Et d'autant plus... hospitalisé. Et bien, en plus, votre hyperphagie boulimique vient ne pas aider votre trouble bipolaire. Donc finalement, oui, si, on peut... effectivement, il y a moins d'unités, vous avez raison, il y a moins d'unités, il y a des unités, c'est organisé comme ça, c'est vrai, hein, pour les hospitalisations en tout cas. Il y a des unités spécifiques pour patients avec anorexie, avec des protocoles de reprise pondérale, des hospitalisations qui durent des mois et des mois. Et puis, dans les services spécialisés de troubles du comportement alimentaire, il y a des hospitalisations comme pour la crise suicidaire et le sevrage à l'alcool, de 3 semaines pour sevrage boulimique. C'est tout ce qui existe. Voilà, pour sevrage boulimique. Voilà. Alors après, si ce n'est pas précisément d'ailleurs des boulimiques que vous avez vous, mais des crises d'hyperphagie, je ne sais pas, on pourrait tout à fait essayer ça. Après, il faut que ça fasse sens aussi. Si, il faudrait. Et puis après, sur un plan même juste du suivi ambulatoire sans hospitalisation, c'est de réfléchir à une prise en charge avec
je réponds pas à votre question du coup, parce que tout à l'heure je ne répondais pas, malgré tout, avec une nutritionniste, c'est-à-dire que malgré tout s'occuper du symptôme, avec une réflexion même sur l'organisation de la vie, pas forcément dans notre cadenas, mais pour limiter les prises. Moi je fais beaucoup d'agenda, c'est-à-dire, voilà, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Très souvent les crises de boulimie ou d'hyperphagie, ça va être le soir en rentrant du travail. Donc trouver des stratégies pour que le soir en rentrant du travail, on ne rentre pas chez soi avec le placard ouvert. Donc on a des activités, voilà, on est mangé dehors, et finalement, donc oui. Et dans ce cas-là, vous pouvez, d'ailleurs pas forcément aller voir un psychiatre spécialisé dans le TCA, mais aller voir un nutritionniste spécialisé dans le TCA. Hein. Ça ne sert à rien d'aller voir les diététiciens et les nutritionnistes qui ne sont pas spécialisés dans le TCA. Hein. Il faut voir, parce que si c'est juste pour vous dire il faut manger ça, 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 vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Donc, ah, pardon, non, j'ai répondu. Je voulais vous demander, est-ce que la chirurgie digestive peut avoir un impact sur les troubles des conduites alimentaires, que ce soit positif ou négatif? Oui, je peux répondre à votre question. Oui, ça peut bien sûr la chirurgie bariatrique, par exemple, ou la pose d'anneau, ou le fait de réduire l'estomac en quantité, en volume, pardon. Ça a un impact sur le trouble bipolaire, ou vous dites le trouble du comportement alimentaire? Non, le trouble du comportement alimentaire. Oui, ça a un impact sur le trouble du comportement alimentaire, parce que, comme c'est une bataille, j'ai beaucoup parlé d'anorexie, c'est vrai, mais comme l'hyperphagie boulimique, c'est aussi un marathon. Il va y avoir par exemple beaucoup de kilos pris par ce comportement, donc il va y avoir aussi une recherche d'un poids optimal, et que du coup, et on déconseille, nous, tous les nutritionnistes, des régimes, hein, c'est pour retrouver son poids, il faut avoir un comportement adapté, donc des apports normaux caloriques pour un poids optimal, donc ça ne veut pas dire de faire de régime. Faire un régime, c'est faire des privations, privation, c'est créer la boulimie, par la frustration. Donc jamais de régime, juste un apport normocalorique, mais si on est en grand surpoids, l'apport normocalorique à poids normal, c'est finalement un apport hypocalorique, hein, parce que on a des suivis. Donc oui, la chirurgie bariatrique finalement va être aidante, puisqu'elle va accélérer ce processus de recherche de perte pondérale, puisque on va finalement moins manger, d'accord, parce que ça va être plus compliqué. Voilà. Normalement, les troubles du comportement alimentaire sont des contre-indications à la chirurgie bariatrique. Voilà. Et du coup, une approche, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs. Voilà. Après, je ne sais pas si on peut dire que du coup, parce qu'on a un trouble du comportement alimentaire, c'est une contre-indication à jamais exclusive et totale de la chirurgie bariatrique. En revanche, à propos des aspects délétères, oui, moi, on a eu quand même quelques patients qui avaient des obésités et qui s'étaient décompensés après la chirurgie bariatrique d'anorexie. Alors, est-ce que en amont, justement, c'est celles qui avaient un trouble du comportement alimentaire spécifiquement et qu'on n'a pas bien diagnostiqué, ça je ne saurais pas trop vous dire, mais j'ai l'impression que oui. En tout cas, si on en fait une, il faut qu'il y ait, c'est ce qui n'est pas tout le temps fait, il faut vraiment y avoir un suivi multidisciplinaire en amont pour montrer qu'il y a un échec de la prise en charge non chirurgicale, ça c'est demandé, mais aussi énormément en aval en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste on fait la chirurgie et puis maintenant tout va bien se passer parce que la chirurgie est faite. Excusez-moi, c'est pas franchement maintenant une question sur le trouble du comportement alimentaire, mais admettons que quelqu'un est obèse, donc a un trouble du comportement alimentaire quand même, et une fois gros, on sait maintenant, enfin j'ai lu en tout cas, que j'ai pu comprendre que les régimes, ça sert à rien. On grossit, on regrossit, les cellules ont un souvenir et n'attendent plus qu'à se re-remplir de graisse. Alors comment fait-on pour quelqu'un qui a cette tendance boulimique? Comment on réapprend à manger dans ce contexte? Oui, bah c'est ça, mais finalement trouble bipolaire ou pas, hein, effectivement. Dans ce côté pratique. Oui, et c'est cette histoire d'une prise en charge là aussi multidisciplinaire avec quelqu'un qui va aider à la mise en place de stratégies alimentaires adaptées, et pas des régimes à tout va, qui va essayer de réfléchir à comment faire pour
comme je disais tout à l'heure, éviter de faire des crises pour que du coup, malgré les efforts qu'ils ont faits, tout ne soit pas compensé, qui va rajouter une activité physique. Dans tous les troubles d'ailleurs, le fait d'implémenter la prise en charge habituelle, une activité physique, diminue les symptômes aux échelles des troubles. Dans la schizophrénie, on rajoute à l'antipsychotique du sport, le patient n'est pas guéri, mais il a une symptomatologie moins importante dans tous les troubles. Hein. Donc en plus de ça, dans les problèmes d'hyperphagie boulimique, le fait d'implémenter une activité physique, ça fait du temps en moins passé pour faire des crises, ça fait une dépense calorique et puis ça diminue aussi les symptômes émotionnels. Le fait d'avoir une activité physique, c'est une très bonne décharge émotionnelle et ça diminue les symptômes émotionnels qui sont quand même pas mal générateurs de troubles du comportement alimentaire. Et puis ça redonne de l'estime de soi aussi. Et ça redonne de l'estime de soi. Notamment, moi j'ai une patiente qui avait les moyens de se payer un coach et puis elle était hyper valorisée par son coach et puis elle était très contente d'avoir perdu le poids qu'elle avait pris à cause de psychotropes notamment. Est-ce que vous avez fait l'hypnose dans vos approches? Parce qu'on parle beaucoup d'hypnose en particulier, de l'hypnose pour justement les guérir. Alors, en fait, moi j'ai tendance à quand même à proposer d'abord et avant tout les techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité et qui sont dans les recommandations internationales. Il s'avère que l'hypnose n'a pas fait du tout la preuve de son efficacité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la prescrire et qu'elle ne peut pas être efficace. Et du coup, c'est pas une technique vers laquelle je vais me tourner. Et puis moi, j'ai des patients qui se sont d'emblée tournés vers l'hypnose. Bon, en fait, j'ai pas vu de résultat très satisfaisant. Voilà. Oui. J'aimerais savoir si, quand vous conseillez de mettre les cadenas sur les placards, supposons qu'on fasse ça. Ouais. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas une hyperphagie peut donc empêcher la dépression de sortir? Alors, oui, juste un petit mot sur les cadenas, c'est-à-dire que les cadenas sur les placards, ça a été discuté en amont avec l'intéressé, et c'est une stratégie quasiment qui est demandée. C'est juste pour dire ça. Et d'ailleurs, finalement, quand je parlais des symptômes relationnels, ça veut bien dire que si la famille en veut qu'elle mette les cadenas, ça veut bien dire que la famille prend conscience de la douleur de la personne, il fait tout ce qu'il faut, même des trucs un peu fous pour l'aider. Non, mais c'était juste pour non, mais du coup, je voulais revenir même pour revenir sur mes propos, que ce soit clair. Et du coup, vous dites si finalement, oui, on peut imaginer qu'effectivement, bien sûr, que le fait d'avoir une dépression qui s'associe à une hyperphagie et en plus on prend du poids, on n'aime pas du tout son comportement, qu'on ne maîtrise pas de comportement alimentaire et qu'en plus on a une prise en pondérale et qu'on n'est pas du tout satisfait de cette prise pondérale, que tout ça c'est des facteurs qui viennent augmenter la dimension dépressive. Donc que ça vienne faire ne pas apparaître la dépression, je ne sais pas, mais en tout cas que ce soit un vecteur supplémentaire pour aggraver la dépression et pérenniser la dépression, certainement. Et à contrario, est-ce que lutter contre l'anorexie va empêcher une phase hypomaniaque de sortir? En tout cas, alors attendez, parce que vous parlez. En tout cas, je vais vous dire répondre un peu autrement. Quand on a une dénutrition, on a des risques anxio-dépressifs qui sont démultipliés de façon incroyable. Donc, oui. Alors après, est-ce que la dénutrition, ça je pense qu'il y a des gens qui savent, je ne sais pas, est-ce que la dénutrition est un facteur augmenté d'excitation? A priori oui, si on se dit que l'anorexie est tout associée au trouble bipolaire 1, on peut l'imaginer, est-ce que c'était la dénutrition? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça n'aide pas sur le plan émotionnel de rentrer avec avoir un cerveau tout simplement sous. Il vaut mieux avoir un cerveau avec trop d'énergie, finalement, surpoids sur un plan en tout cas métabolique, n'est pas vraiment un problème sur l'activité cérébrale, c'est ce qu'elle induit sur un plan émotionnel, si on parle juste de l'aspect métabolique et nutritionnel. En revanche, très clairement, la dénutrition n'aide pas du tout le cerveau à se dépêtrer des symptômes émotionnels. Je ne peux pas répondre plus précisément à votre question. C'est déjà dit. Je voulais savoir par rapport à la formation des psychiatres, parce que là, tout ce que j'entends, c'est ça super intéressant et j'ai l'impression en fait que le nutritionniste, il y a le psychiatre pour l'anorexie, le psychiatre pour les bipolaires, les bipolaires, chacun sa spécialité. Ouais. Fait qu'au final, c'est super bien, vous êtes spécialisé, mais finalement, comme le corps est global,
qu'on traite une particularité, on n'arrive pas à traiter la complexité. Voilà. Donc, ma question, pardon, c'est est-ce que dans la formation générale, vous voyez l'organisme en général et qu'avec la spécialisation, parce que moi j'ai été suivie plus de 5 ans au centre expert du scolaire de Paris, on m'a jamais vraiment demandé comment je me nourrissais, comment je dormais, alors que je suis en train de comprendre grâce à Argot que c'est les clés pour à peu près se stabiliser. Donc est-ce qu'avec la spécialisation, vous ne parlez plus comment dire, il n'y a plus de temps pour parler du fonctionnement basique d'un organisme, les besoins primaires, manger, boire, dormir, qu'on ne fait pas souvent en crise et qui, personnellement, moi en dépression, je ne vis presque plus, donc forcément, je ne peux que déprimer encore plus, je n'ai plus d'énergie, up parce que j'y arrive plus, et quand je mange trop, je file de l'énergie, d'essence à la voiture, donc bah, c'est sûr qu'elle peut carburer aussi, je mets le plein toutes les 10 secondes, voilà. Et la deuxième question, c'est, vous avez conseillé un livre qui est paru chez un éditeur super bien, donc je voulais savoir quel était l'éditeur de Faire face aux troubles alimentaires. Ouais, vous verrez, il y a aussi Faire face à la dépression, par exemple. Alors, il n'y a pas Faire face aux troubles bipolaires, mais il y a Faire face à la dépression. Alors, non, la première, donc la question, c'est est-ce qu'on oublie un peu la dimension politique? Sans doute. Mais du coup, l'idée d'avoir quand même des gens, comme je n'ai pas dit que les psychiatres n'étaient pas formés aux troubles bipolaires, c'est-à-dire qu'on est moins formé aux troubles, pardon, aux troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que quand on est psychiatre, on est moins formé aux troubles du comportement alimentaire, en moyenne, qu'aux troubles bipolaires. Ça, c'est sûr, on a moins vu. Donc voilà, ça veut dire qu'on n'est pas formé. Après, en même temps, les actes chirurgicaux, on sait qu'on les réussit mieux si on les a fait 100 fois. D'accord? Donc ça a quand même un sens d'avoir des hyper spécialisations, on fait des spécialisations parce que finalement on a vu avec on a vu 100 patientes avec anorexie, on devient quand même meilleur pour la gestion de l'anorexie. D'ailleurs on a tous appris par les patients qui ont des livres. Donc ça vaut le coup quand même d'avoir une spécialisation. Après, je dirais que oui, du coup, les défauts, c'est comme, voilà, moi je peux dire que moi, si je suis prisé au TCA, ensuite, je vais un peu oublier les valeurs bipolaires, et inversement, celui qui est bipolaire, il va un peu, ou même si, simplement, il a deux troubles bipolaires d'abord, hop, j'ai mon trouble, puis on oublie de négocier le reste. Alors, est-ce que on peut aller voir par exemple, un spécialiste de l'anorexie pour voir si on apprend un plus? Voilà, et ça, du coup, après, c'est là où je voulais en venir. Du coup, ça vaut le coup d'avoir des prises en charge multidisciplinaires, même parmi les psychiatres, après c'est un nutritionniste aussi. Mais ça, c'est à faire de façon coordonnée. Ça coûte du coup d'aller demander à votre psychiatre, dire finalement, moi j'ai des comportements difficiles alimentaires, comment je fais pour les gérer? Est-ce que vous avez une diététicienne, une nutritionniste, ou un confrère, ou une psychothérapeute? Il y a des psychologues spécialisés dans les TCA pour m'aider à gérer ces symptômes et que du coup, ils travaillent ensemble. Beaucoup de secteurs, ce sera difficile de trouver quelques spécialistes qui acceptent de venir consulter dans ce secteur. Ah, vous voulez dire secteur psychiatrique? Oui, non, mais en hospitalisation. Parce qu'en CMP, non, mais vous pouvez aller par exemple, si vous êtes à Paris. Non, je parle de la banlieue. De la banlieue. Non, mais si, alors banlieue, que je réfléchis. Si, par exemple, vous êtes à la banlieue, la Verrière, c'est la MGEN. En 78, si je ne me trompe pas, il y a d'ailleurs. Il y a quelques articles qui sont parus, quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a d'énormes différences et il n'y a pas de remédiation cognitive, par exemple, c'est sorti cette semaine, dans la plupart des banlieues. C'est un effet du hasard, par exemple. Oui. Oui, non, mais je ne dis pas qu'il y a une offre de soins. C'est très déséquilibré. Je ne sais qu'il n'y a pas des aides médicaux. Mais. Oui. Non, mais en plus, les malades sont sûrs de ne pas être malades quand même pendant longtemps. C'est pas à vous qui apprendrez. Accepter la maladie, c'est pas une mince affaire, ça prend du temps. Et en plus, il faut trouver, si possible, une astuce pour se faire soigner. Comme j'ai rencontré une femme dont le fils avait une schizophrénie, a trouvé l'astuce. Elle a envoyé le fils à Lyon pour qu'il puisse s'enregistrer et avoir une remédiation cognitive à Paris et non pas en banlieue parisienne parce qu'il y avait des files d'attente de 3 ans.
Voilà la situation que vivent les proches de madame. Oui. Après, ça fait penser sur les leçons, il y a aussi, parce que je n'ai pas bien répondu à votre question sur l'hyperphagie bulimique, il y a aussi des cliniques spécialisées dans le surpoids et l'obésité. Alors, elles ont des critères parfois aussi qu'il faut avoir un IMC supérieur à un certain stade pour être accepté, mais bon, voilà. Bon, ça dépend des cliniques, et du coup, là aussi, il y a des prises en charge multidisciplinaires, donc il y a des cliniques que je connais, mais il y a aussi par exemple la faculté Salpêtrière à Paris, par exemple, en public, qui fait la nutrition, et du coup, il y a une prise en charge multidisciplinaire, il y a des psychologues, il n'y a pas forcément de psychiatre, en revanche. Oui. Je voulais comprendre que les crises chez les boulimie ou les anorexies, ça pouvait être une fois par semaine pendant plus de 3 mois. Et alors du coup, ce que je ne comprends pas, c'est que si nous en crise, ça nous fait, mais que ça s'arrête, apparemment, ça veut dire qu'on n'est pas complètement anorexique, par exemple, complètement boulimique. Du coup, est-ce que l'anorexie, il est à l'année ou il y a aussi des périodes où ça se passe? C'est pas juste le comportement, il faut qu'une association, c'est-à-dire que par exemple, pour dire que c'est pas juste l'anorexie, c'est pas juste la perte d'appétit. L'anorexie, c'est la perte d'appétit avec une phobie massive de la prise pondérale, c'est-à-dire que moi j'ai une anorexie, je mange que des courgettes, on va me donner 3 vianderies, j'ai l'impression que je vais mourir ça me 3 vianderies. Vous voyez, c'est pas juste un symptôme, mais là, voilà. Donc voilà. Donc après, si on parle plus de la boulimie, on peut avoir des compulsions alimentaires. Voilà. Est-ce que ça rencontre des boulimies? Mais effectivement, c'est vrai que si on regarde les classifications, rien n'est dit par rapport à la boulimie pour dire si un trouble bipolaire c'est exclu. Donc on a le droit d'avoir une boulimie, même épisodique, sur un trouble bipolaire. Effectivement, les critères sont faits comme ils sont, mais pour des raisons de recherche en fait. On fait des catégories avec des facteurs qui sont ceux qui ont été décidés, de façon peut-être un peu arbitraire, et qu'effectivement, si votre épisode dure juste 2 mois et ça peut durer 3 mois, vous n'avez pas de diagnostic. Ça ne veut pas dire que pour autant vous n'avez pas un symptôme pour lequel il faudrait trouver une solution, mais effectivement, de fait, vous ne pouvez pas répondre aux critères diagnostiques. Après, je ne sais pas si c'est si important que ça, parce que d'ailleurs, a priori, dans les nouvelles versions, on va changer un peu de diagnostic et on va essayer d'en faire des trucs moins catégoriels mais plus dimensionnels. Mais en revanche, la pratique clinique, vous n'avez pas besoin qu'on prenne en charge un symptôme, enfin, théoriquement, vous n'avez pas besoin d'avoir un diagnostic précis. Donc vous me dire, ah bah tiens, puisque aujourd'hui j'ai mis le diagnostic de boulimie, donc je vais pouvoir essayer de vous aider à gérer le symptôme en question. Je réponds à votre question. C'est une sorte de souffrance finalement, il commence à voilà. empiéter dans la vie. Exactement. C'est là que ça devient pathologique. Je dirais même finalement, par exemple, le psychiatre qui s'occupe de troubles bipolaires et puis qui n'est jamais trop intéressé aux troubles du comportement alimentaire et qui va voir une personne qui a des crises le soir d'hyperphagie et qui est embêtée par ça, il va raisonner même avec son bon sens et proposer des stratégies dont je vous parlais tout à l'heure, juste avec son bon sens. Il n'aura pas pour autant établi un diagnostic précis, mais il faudra malgré tout s'intéresser à la problématique. Voilà. Une question suite à votre explication sur le placard en ferme à clé. Ouais. Parce que moi, le problème que j'ai, en fait, c'est que, on va dire, faire un cas concret pour permettre de comprendre. Imaginons, je me réveille à 2h du matin, je me suis couché vers minuit, je réveille à 2h du matin, puis j'ai faim. Oui. Et donc, j'ai envie de manger parce que c'est important pour moi de manger, parce que sinon je ne me rendors pas. Oui. Donc, si le placard il est fermé à clé, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça marche, je ne prends pas de poids, mais je ne me rendors pas, et je vais être en très mauvais état après ma nuit blanche, voilà. Vous parlez de l'anxiété syndrome, je ne sais pas si vous avez finissez. Donc ça c'est un problème, voilà, et c'est souvent aussi lié à des troubles anxieux. Le fait que de dire, voilà, j'ai des troubles anxieux, donc je mange, et finalement je réduis mes troubles anxieux, parce que je mange. Voilà. Et ça, c'est difficile de fermer le placard à clé, parce que finalement ça répond pas à la problématique, ça résout pas le problème. Quoi. Et ne me faites pas dire que j'ai dit que la solution c'était fermer le placard à clé. Non, mais souvent dans le... D'accord, mais je vais essayer de répondre à votre question. On va parler d'un des troubles du comportement alimentaire qui s'appelle le Night Eating Disorder, et qui est bien plus associé aux troubles de l'humeur et notamment aux troubles bipolaires. Ou même aux histoires d'autres troubles, et effectivement où on va faire ces crises d'hyperphagie uniquement la nuit.
Et alors du coup, c'est à l'association à la fois dans le trouble du sommeil et dans le trouble du comportement alimentaire. Alors moi, je me dis que malgré tout, là, par rapport à ce que vous venez de dire, oui, effectivement, ça serait un problème. Vous utilisez la nourriture à la fois pour vous aider à dormir et pour vous calmer, pour vous apaiser, en plan anxiolytique. On pourrait aussi se dire que, bah, ok, on sait que c'est un problème. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait mieux pas majorer le traitement hypnotique pour que vous puissiez effectivement vous réveiller, ne pas faire votre crise et vous endormir. Vous voyez, si on reste avec l'idée des placards fermés, bah, pourquoi pas fermer les placards et majorer le traitement hypnotique pour que vous arriviez vraiment à dormir. Ou le traitement anxiolytique, parce que finalement c'est l'anxiété qui vous empêche de dormir et qui vous fait rester anxieux, vous donne envie de manger et vous empêche de dormir. Sauf que le problème, c'est que le traitement hypnotique, vous pouvez pas le prendre pendant 5 ans, 10 ans. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et après, comme c'est une maladie chronique, donc finalement, moi j'ai revu ma stratégie, ouais. J'ai dit, j'ai arrêté un peu ces traitements hypnotiques parce que finalement, après j'avais des effets paradoxaux, j'étais encore plus énervé des fois. Ouais. Et ça induisait de l'agressivité, comme le Prozac d'ailleurs, qui aussi... Oui, mais effectivement, j'ai pas... Mais on peut quand même imaginer que par moment, quand c'est trop compliqué, plutôt que de prendre un hypnotique au coucher, si vous n'avez pas un réveil à 5 h du mat, vous pourriez prendre un hypnotique de très courte demi-vie au réveil nocturne, et les moments où vraiment vous n'arrivez pas à dormir, finalement, utiliser l'hypnotique de courte durée pour essayer à la fois de ne pas manger. Oui. C'est dur à faire marcher. Hein. Et je vous dirais, si on n'y arrive pas, donc qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on vient vous voir et on dit voilà, j'y arrive pas, docteur. En fait, vous avez vu, alors j'ai fait une présentation, vous avez dit le premier truc c'est l'alliance, et le deuxième c'est réfléchir pendant très longtemps aux stratégies les plus adaptées avec l'entourage. Alors je parlais d'anorexie. Et donc c'est réfléchir pendant très longtemps. Du coup, je ne sais pas si je peux vous apporter comme ça une réponse toute faite à un problème, mais j'imagine que si on peut essayer de réfléchir, effectivement, quand on n'a pas de temps, à la stratégie la plus adaptée en fonction de l'environnement, précisément votre trouble, votre traitement régulateur d'humeur et pas mal de choses. Oui. Ça intéresse peu les psychiatres et ça intéresse peu les médecins en général. C'est-à-dire, dès que c'est compliqué, ça intéresse plus. Il faut le reconnaître. Hein. Moi, je comprends pas tout ça. C'est un niveau de souffrance. Par exemple, quand le monsieur il parlait de la boulimie, comme c'est considéré comme boulimie une fois par semaine pendant 3 mois, les personnes qui souffrent de boulimie, c'est un enfer, c'est tous les jours, c'est pas une fois par semaine. Ah non, c'est un critère minimal. Pour avoir le diagnostic, et quand ça devient un enfer, comme l'alcoolisme, comme toutes les dépendances, et ben là c'est sûr que c'est évident qu'un médecin va prendre en charge parce qu'il y a une énorme souffrance, quoi. Oui. Voilà. Alors excusez-moi, mais tout ce que j'entends là, ça a l'air d'un petit désagrément, je peux me tromper. Hein. De quoi? Est-ce que j'entends pas mal, la boulimie c'est autre chose, quoi, je sais pas. Non, parce que le médecin il prend pas. Oui, là où je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a une confusion entre le symptôme du comportement alimentaire et un diagnostic. Voilà. Ça c'est vrai que par rapport aux échanges, il y avait cette différence. Mais malgré tout, là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans tous ces petits symptômes qui sont même des désagréments, finalement désagrément plus désagrément plus désagrément, il vaut mieux avoir le moins désagrément possible pour stabiliser son trouble. Je prends un autre. Donc là, le petit désagrément, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est des problèmes de tension. Oui, bien sûr. Un problème de tension avec une IMC qui n'est pas forcément, qui n'est pas catastrophique non plus trop. Mais ça veut dire maintenant, ça rajoute au problème. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, le médecin, il n'aime pas trop, quoi. Vous voyez, je veux dire, il n'aime pas trop prendre parce que, en plus, avec des fluctuations. Mais du coup, effectivement, si c'est compliqué, c'est bien d'avoir des prises en charge multidisciplinaires, pas forcément avec 46 psychiatres, avec chacun sa spécialité, mais avec des gens qui s'occupent. Il y a aussi des somnologues, il y a aussi des nutritionnistes, des diététiciens, le médecin généraliste. Vous voyez, cette prise en charge multidisciplinaire pour vous aider. Et effectivement, peut-être que le psychiatre de secteur qui vous suit pour établir votre mais oui, mais peut-être qu'il a aussi en fait une file active de patients qu'il doit voir. Et effectivement, il ne va pas pouvoir se gérer. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'il vous adresse à quelqu'un qui serait un peu plus spécialisé sur votre problématique pour pouvoir vous aider. Oui, mais l'idée c'est qui? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Ah non, je ne pense pas que ce soit moi par définition. Ça va c'est une histoire de comportement alimentaire. Je dirais que ça pourrait tout simplement mettre si vous avez une psychothérapeute TCCI qui est du coup dans la résolution de problèmes, bien, du coup ça peut être cette même cette psychothérapeute, même si elle n'est pas du tout spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Sur le site, je comprends encore.
comme il y a des conseils pour le sommeil et pour les troubles alimentaires, des conseils spécifiques. Jeudors3.com. Et il n'y a pas un site, je dors pas assez. On va prendre une dernière question, parce qu'on arrive au terme de la conférence. C'est un témoignage et une question. Notre fils aîné, en l'occurrence, lorsqu'il avait 19 ans, il a 7-8 ans de ça, était descendu à un IMC de 17, et certainement lié au fait que moi j'enchaînais les épisodes maniaques. Et puis, bon, il n'a jamais arrêté ses études, mais il est allé aux États-Unis pendant 5 mois en stage. Là-bas, il a loué dans un immeuble où il y avait une salle de gym. Il s'est mis à faire de la gymnastique, de l'exercice, à prendre des protéines comme le font, on les trouve souvent dans les salles de gym. Et il est revenu resplendissant. Voilà. L'activité physique. Et là, voilà, on va peut-être terminer par l'activité physique. Une petite question par rapport aux crises de boulimie nocturne. Oui. Si on remplace la boîte de sardines par un gel comme on vend en pharmacie ou choses comme ça peut pas être une solution? Un gel? Moi je connais pas, moi j'ai pas fait de régime, mais je sais qu'on boit de la pub pour Gerlinéa, machin chose. Oui, bien sûr. Est-ce que ça peut pas... Effectivement, mais même sans faire même le placard, on pourrait se dire, tiens, puisque ça m'arrive tous les soirs, il faut effectivement que j'ai pas des produits à forte charge calorique. Et alors, je vais manger. Oui, mais je réponds à madame, du coup, et manger du coup plutôt des pommes, effectivement, qui vont être à moins haute charge calorique. Oui, pourquoi pas. Voilà. Fermez les placards et mangez des pommes et tout ira bien. Ah voilà, ça va être de la conclusion. Merci beaucoup, docteur.